Pour mémoire, la première va faire un focus sur la France et l'Europe et leur position sur les marchés internationaux, et la seconde sur le rôle des régions. Pour démarrer cette première table ronde de l'après-midi, un regard croisé entre deux piliers du monde de l'énergie, Dominique Ristori, à votre droite, Dominique Ristori, directeur général de l'énergie à la Commission européenne, et à votre gauche, à gauche pour vous, pardon, Jean-Bernard Lévy, président directeur général d'EDF. Dominique Ristori, je vais commencer avec vous. On a le retour d'expérience d'une grosse décennie de développement des énergies renouvelables, de développement significatif des énergies renouvelables. Je ne suis pas sans ignorer que dans certains pays d'Europe, ça a démarré beaucoup plus tôt. Je pense à l'Allemagne, je pense au Danemark, je pense à l'Espagne et d'autres. Pour autant, donc, on a environ 10 ans de marché significatif des énergies renouvelables. Donc, quelles sont les priorités actuelles ? Les évolutions et, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, l'impact de la COP21 à Bruxelles sur ce qui va se décider maintenant. Merci. D'abord, je voudrais rappeler que le tournant en matière d'énergie renouvelable a été pris sous présidence française en 2008, lors de la négociation du cadre énergie-climat. Donc sous impulsion de présidence française. Ceci a conduit à l'adoption de la directive renouvelable en 2009, qui a été l'édifice principal pour accompagner la montée en puissance des énergies renouvelables en Europe. Comme vous le savez, ceci s'est assorti d'un soutien politique, d'une décision politique au plus haut niveau. L'objectif 20% d'énergie renouvelable en 2020, soutenu par l'ensemble des leaders européens, par le Parlement européen et proposé à l'origine par la Commission. Le prolongement de cet objectif politique dans un cadre législatif et réglementaire a été un élément qui a favorisé l'essor sur l'ensemble du territoire européen de ces énergies renouvelables. Et il fallait le faire notamment en début de cycle avec des objectifs nationaux contraignants qui vont perdurer jusqu'à 2020. Naturellement, au-delà du soutien politique, l'objectif 20%, au-delà du cadre réglementaire, il fallait aussi un accompagnement technologique, ce qui a été fait très largement, s'agissant de technologies devant arriver à maturité et en cours de développement, pour tous les cas d'ailleurs. Et vous voyez aujourd'hui le résultat. L'Europe est pionnière, clairement, en matière d'énergie renouvelable. Nous atteignons 16% en 2015 en termes de part par rapport à la consommation finale, mais aussi plus de 27% dans la production électrique. En clair, un Européen, c'est 3 fois plus de production électrique renouvelable par habitant que le reste du monde, à l'heure où nous parlons. C'est donc un atout de maître, pas pour en rester là, pour avoir des ambitions renouvelées après l'accord historique de la COP21 à Paris. Vous vous en souviendrez, l'année dernière, régnait encore, au moment où se tenait ce même congrès, quelques scepticismes autour. Finalement, nous avons aujourd'hui un résultat qui met en lumière le rôle et la place que doivent prendre les énergies renouvelables dans le panorama énergétique global. Et un des enseignements très forts
de Paris en décembre, c'est l'engagement de quelques 164 États pour des objectifs renouvelables dans leur mix énergétique. Donc nous avons été les premiers à pratiquer ce chemin, à emprunter cette route. D'autres maintenant le font, très nombreux, que nous devons aider aussi chaque fois que cela est nécessaire à tirer les leçons de notre propre expérience, nous-mêmes devant évoluer encore plus sur l'ensemble des créneaux, qu'ils soient réglementaires ou qu'ils soient technologiques ou qu'ils appellent des investissements supplémentaires. Parfois, certains s'interrogent sur le niveau des investissements. Il faut savoir qu'en 2015, on a investi en Europe, pour les énergies renouvelables, plus de 50 milliards d'euros. Ce sont des montants considérables. Ce sont des investissements qui se maintiennent à des niveaux très élevés, malgré des prix très bas du pétrole et du gaz. Et ceci est encourageant et doit nous encourager à aller encore au-delà. J'ajoute qu'il y a derrière des opportunités économiques. Derrière ces investissements, il y a aussi beaucoup d'emplois, plus d'1 million d'emplois, directs et indirects, qui se retrouvent portés par cet essor. On est donc ici sur le créneau clairement d'énergie nouvelle, en plein essor, qui se sont développés rapidement dans l'ensemble des pays européens, mais qui désormais prennent un essor global qui se trouve intensifié, renforcé par l'accord de Paris. Jean-Bernard Lévy, on a démarré un petit peu plus tard en France, pour autant on a maintenant 10 ans d'histoire des énergies renouvelables, avec un point d'inflexion qui a été rappelé largement ce matin en 2015, loi de transition énergétique pour une croissance verte, le 17 août, et puis accord COP21. Quelle est la vision d'EDF sur ce sujet? Quelles sont les priorités actuelles, les évolutions à venir et l'impact pour vous de ce qui s'est passé en 2015? Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est une bonne opportunité ici même de prendre la parole sur ce sujet qui est important. À mon arrivée, j'ai d'ailleurs souhaité regrouper dans un pôle renouvelable unique les activités historiques d'EDF dans l'hydraulique et les activités plus récentes que nous avons dans l'éolien, le solaire et quelques autres sources d'énergie nouvelles, renouvelables. Et nous avons donc, sous la direction d'Antoine Cahuzac, un pôle unique pour bien affirmer l'importance des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. EDF, par les décisions historiques qui ont été prises, montre que l'électricité est une solution, une très bonne solution au problème de la décarbonation, puisque nous avons un système électrique extrêmement performant en matière de production de CO2. Nous produisons par le système électrique environ 20 fois moins de CO2 au kilowattheure que la moyenne européenne, grâce à notre mix, dans lequel nous ne faisons que très peu appel aux énergies fossiles. Et nous allons y faire appel de moins en moins, puisque d'ores et déjà, pour certains de nos unités de production thermique, les décisions ont été prises qui permettront de les fermer. Nous avons donc, grâce à cet équilibre entre nucléaire d'un côté et renouvelable de l'autre, une solution que nous avons pu affirmer haut et fort au moment de la COP21. L'électricité est une des solutions à la décarbonation de la planète, à la décarbonation de l'économie. Nous sommes donc résolument investis dans ce domaine des renouvelables. Nous avons de nombreux projets en France, en Europe, dans le monde entier. Nous sommes présents dans une vingtaine de pays et les dossiers qui viennent les uns après les autres sur mon bureau lorsqu'il s'agit d'investir traitent de tous les continents. J'étais récemment en Inde. J'avais eu l'honneur d'être parmi les accompagnateurs du président de la République et sur place, j'ai consacré une partie essentielle de mon temps
à parler de nouveaux développements dans l'énergie éolienne, de notre présence déjà ancienne dans l'énergie solaire. J'étais en début de semaine dans l'île de la Réunion où nous démontrons avec des systèmes extrêmement innovants, extrêmement nouveaux, encore un peu chers, mais justement, c'est peut-être à EDF de montrer qu'on commence par des solutions un tout petit peu innovantes et pas encore dans le marché, et puis après on aboutit à des solutions de marché. Et à l'île de la Réunion, nous avons maintenant des solutions techniques à base de batteries qui nous permettent d'injecter dans le réseau des pourcentages d'énergie intermittente supérieurs au seuil précédent, ce qui va nous permettre de beaucoup mieux utiliser l'énergie du soleil. Et l'exemple qui m'a frappé en allant ces 2 derniers jours à La Réunion, eh bien, c'est qu'avec une seule batterie, sur un territoire qui fait quand même près d'1 million d'habitants, avec une seule batterie, à condition d'avoir la bonne technologie, eh bien, nous sommes capables de réduire d'un facteur 5 les jours de l'année où nous sommes obligés de déconnecter l'énergie solaire car elle perturberait la stabilité du réseau. Et donc nous arrivons avec ces systèmes de couplage solaire-batterie dans le réseau et pas, à utiliser 99,9% de l'énergie solaire qui est disponible sur l'île. Nous sommes donc un peu partout dans une phase de développement intense. C'est le sens aussi de Cap 2030, le projet d'entreprise que j'ai lancé à mon arrivée et qui explique clairement que l'avenir d'EDF est dans les renouvelables. Et d'ailleurs, je voudrais souligner que lorsque nous regardons nos investissements de croissance du parc de production d'électricité, non pas les investissements de maintenance ou des investissements de réseau, qui sont une grande partie de nos investissements. Il faut développer le réseau chez ERDF, il faut maintenir notre parc existant. Mais lorsque nous regardons, et je m'arrêterai là-dessus, les investissements de croissance, nous consacrons davantage d'investissements de croissance du parc aux énergies renouvelables qu'au développement des nouvelles plateformes de production nucléaire. Et ce que je dis va peut-être à l'encontre des idées reçues, mais aujourd'hui, c'est dans ce sens-là que nos efforts se portent. Jean-Bernard Lévy, qu'attendez-vous de l'Europe pour mener encore plus en avant cette transition énergétique ? Nous avons souvent l'occasion d'en parler avec Dominique Ristori. Alors, on va avoir aujourd'hui cette discussion davantage dans la sphère publique que dans son bureau, comme il m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ce que je crois j'attends de l'Europe, c'est de jouer un rôle de régulateur actif. Il a eu, lors de son propos, l'occasion de souligner le rôle pionnier de l'Europe. Et je dirais que maintenant, l'Europe n'est plus en pointe, et c'est une bonne chose, parce que l'Europe représente 500 millions d'habitants, 7 ou 8% de la population de la planète, et il est heureux de voir que les 90 autres % de la population se mettent eux aussi, avec quelques années après, à développer les énergies renouvelables très rapidement. Et le fait que la Chine soit aujourd'hui le premier investisseur en énergie renouvelable, c'est la nature des choses, puisque c'est là où la croissance économique est la plus importante et les besoins sont les plus importants. Donc l'Europe a montré la voie. Moi, je souhaite que l'Europe continue à le faire avec une régulation active. Et je voudrais souligner qu'en ce moment, il y a bien évidemment des dysfonctionnements de marché. Quand on voit le prix de l'électricité à 30 € du mégawattheure, il permet tout juste de couvrir les coûts variables d'opérateurs comme nous-mêmes. Il ne permet à aucun opérateur en Europe aujourd'hui de compter sur le marché pour financer les nouveaux développements. Il faut compter sur des mécanismes de subvention, d'obligation d'achat, de contrats pour différents mécanismes qui ont été mis en place. Je crois qu'aujourd'hui, la première chose qu'on attend dans l'Europe, c'est de voir qu'aujourd'hui, donc avec la surcapacité qu'il y a, de nouveaux mécanismes sont attendus, de façon à ce que, petit à petit, la dérégulation des opérateurs historiques, la mise en concurrence, ne s'accompagne pas d'une intervention trop forte des régulateurs par rapport à ce que devrait être une économie de marché où les investissements sont mis en place, sont financés par le marché lui-même. Et donc on en arrive directement à un point qui est tout à fait crucial pour nous, électriciens européens, premier électricien européen, je crois, premier producteur d'énergie renouvelable aussi en Europe. Ce que nous attendons dans le sillage de la COP21, c'est bien sûr qu'il y ait une politique un peu plus rapide, un peu plus active en matière de fixation
d'un prix du CO2, d'un prix plancher du CO2, d'un retrait plus rapide des certificats d'émission qui aujourd'hui sont trop nombreux et donc ne jouent pas le rôle qu'on attendait de la politique des certificats d'émission, des ETS, comme on dit dans notre jargon, telle qu'elle a été mise en place à un moment où on a, sûrement à juste titre à l'époque, distribué de nombreux certificats. Donc je dirais qu'aujourd'hui, pour nous, le grand dossier, le dossier le plus important, c'est le fonctionnement du marché, ce qu'on appelle le market design, sur lequel on attend à l'été, je crois, des informations plus précises. C'est la mise en place de mécanismes de capacité pour que nous puissions en permanence jouer notre rôle et assurer la sécurité du réseau. C'est la mise en place d'une politique un peu plus rapide en ce qui concerne l'utilisation du prix du CO2 pour faire en sorte que l'ordre de mérite reflète davantage la priorité donnée aux énergies renouvelables par rapport aux énergies d'origine fossile. Voilà les trois grands thèmes qui sont aujourd'hui dans nos discussions, je crois, Monsieur le Directeur Général. Dominique Ristori, est-ce que ce rôle de commission de régulation de l'énergie au niveau européen vous convient? Et quelles sont les mesures effectives envisagées pour une décarbonation du système électrique? D'abord, je voudrais confirmer que nous agirons sur 4 ou 5 fronts prioritaires dans les semaines et les mois à venir. Le premier sera celui de la modernisation du cadre réglementaire et nous réviserons la directive renouvelable avant la fin de l'année. C'est important. Nous avons à l'esprit pas seulement les résultats de la COP21, mais aussi le cadre énergie et climat 2030. Deuxièmement, nous franchirons un nouveau pas, et là aussi nous avons été les premiers à faire cette proposition, dans la remise à jour, je dirais, d'éléments clés qui forment l'armature du marché intérieur européen de l'énergie. Le market design, c'est tenir compte à la fois des besoins de sécurité, envoyer des signaux d'investissement chaque fois qu'il le faut, sur base d'une analyse sérieuse des besoins de capacité, ne pas se replier sur l'échelon national pour gérer les mécanismes de capacité eux-mêmes, les faire obéir à des principes communs, favoriser une gestion de la variabilité qui est la contrepartie de la montée en puissance des énergies renouvelables à partir des nouveaux investissements. Tout ceci est en préparation. Nous avons procédé à une très large consultation publique. Nous avons reçu énormément de contributions que nous analysons. Nous procéderons à l'ensemble des analyses économiques et analyses d'impact nécessaires d'ici à l'été pour être en mesure de formuler des propositions vers le mois de novembre ou décembre, ensemble d'ailleurs avec la directive renouvelable. Ceci doit permettre également de replacer le consommateur au centre de la scène. Avec la montée en puissance des énergies renouvelables, avec le développement des technologies, du smart metering, des smart homes, etc., cela donne une chance, pour la première fois, sans doute, depuis la découverte de l'électricité, de donner au consommateur final, et pas seulement au consommateur industriel, au consommateur individuel, la capacité de décider les yeux ouverts sur comment il consomme son électricité, sur le choix de son fournisseur, sur l'ensemble des décisions qui doivent être prises, mais en ayant à l'esprit de finir avec une profitabilité économique et une profitabilité en termes de factures individuelles. C'est important. Ça, c'est le deuxième front, donc le front de l'adaptation du cadre de marché qui favorisera l'incorporation croissante d'énergie renouvelable. Le troisième front, c'est d'intensifier les recherches technologiques qui sont encore nécessaires sur de nombreux fronts pour les énergies renouvelables. Je prends l'exemple notamment de l'éolien offshore, de manière à placer l'Europe en avance par rapport à nos concurrents, et ce n'est pas facile. Et il faudra le faire en ayant à l'esprit toute la gamme
ça part des turbines éoliennes et ça finit avec les panneaux photovoltaïques, dont il conviendra d'agir pour que les standards couvrent tous les besoins et toutes les caractéristiques, y compris en termes de durabilité, ce qui est important pour le client final. Et c'est là le moyen de placer aussi l'industrie européenne et les entreprises européennes en situation de profiter de ce développement économique et ce développement des énergies renouvelables. Et puis, il y a la question des investissements. Et de ce point de vue, nous devrons soutenir un maximum de projets possibles. Vous savez qu'il y a le nouveau fonds européen d'investissement stratégique. Nous avons fait en sorte que l'énergie soit en tête de priorité avec le digital. Ce fonds est en route, il est en marche, il se met en action et il se met en action en confirmant la priorité énergétique. À l'heure où je vous parle, 28% des projets dans le cadre du Fonds européen sont des projets énergétiques, en direction des énergies renouvelables, en direction de l'efficacité énergétique et en direction des interconnexions. Et c'est important pour accompagner le mouvement de manière performante. Vous avez évoqué tout à l'heure la directive de 2009, dont le rapporteur Claude Turmes est assis au premier rang et qui va vous rejoindre sur la table ronde. Une révision est prévue cette année. Vous avez dit tout à l'heure décembre, je crois que c'était novembre. Les choses se préparent ? Les choses se préparent. La révision de cette directive figure en priorité dans notre programme de travail, ce qui veut dire que nous travaillons pour présenter des propositions en adoption entre novembre et décembre, donc avant la fin de l'année, mais de manière cohérente avec le projet de market design, puisque les choses sont reliées entre elles. Et il est bon d'assurer parfois en cours de route quelques continuités, et je me réjouis que Claude Turmes soit là aussi, qui était d'ailleurs aussi avec moi et d'autres présents à Paris pour soutenir les énergies renouvelables pendant la COP21, mais aussi présent au mois de janvier à Abu Dhabi pour le congrès mondial de l'Organisation internationale des renouvelables, IRENA, où nous avons pu mesurer à quel point l'essor aujourd'hui de ces énergies est un essor mondial porté par des engagements qui touchent l'essentiel des pays dans le monde. Merci Dominique Ristori, vous pourrez intervenir quand vous voulez pendant la table ronde. Jean-Bernard Lévy, une dernière question. Vous avez mentionné tout à l'heure votre séjour mardi à la Réunion pour inaugurer le stockage multi-mégawatts. Vous en avez profité pour annoncer que la limite, j'oserais rajouter entre guillemets arbitraire, de 30% a été dépassée, puisque maintenant on peut monter jusqu'à 32% d'injection d'énergie renouvelable sur un système électrique insulaire. Alors, d'un côté, pallier la variabilité en développant des gros systèmes de stockage, et de l'autre côté, desserrant un tout petit peu la bride sur les 30% pour aller jusqu'à 32%. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains dans la salle, ça veut dire beaucoup. Ils travaillent dans les DOM, et sans aucune allusion, ils travaillent dans les DOM, et 32%, c'est déjà un début. Que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, 32%, c'est une étape. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la première batterie. Nous avons décidé d'en rajouter 5. Ce qui va nous permettre de passer à 35% d'injection, sans mettre en péril, d'injection d'électricité d'origine intermittente, c'est-à-dire à La Réunion, il y a très très peu d'éolien, donc on peut dire d'origine du variable, solaire. vous voulez dire ? Voilà, pour traiter de cette variabilité, d'abord un système prédictif de très court terme en ce qui concerne le productible, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire l'arrivée des nuages. Et couplé à ce système, donc un système de batterie qui est dans le réseau, qui est à proximité immédiate des éléments de gestion technique du réseau, et qui nous permet donc, avec la première batterie, de passer de 30 à 32%, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, de diviser par un facteur 5 les moments où nous devions, jusqu'à présent, où nous devrons encore un peu découpler les fermes solaires du réseau pour ne pas mettre en péril la fréquence,
qui est évidemment ce que nous réglons de façon prioritaire pour que le réseau continue à fonctionner. Ensuite, nous allons passer, donc, dans quelques années, parce que tout ça prend un petit peu de temps, nous allons passer de 1 à 6 batteries, 1 plus 5. Lorsque nous aurons les 6 batteries dans le réseau, nous pourrons à ce moment-là gérer le réseau avec une injection montant de 30 à 35%, d'après nos calculs, d'énergie solaire. Si on y ajoute le fait que d'ores et déjà, l'île de la Réunion, mais là c'est un petit peu particulier, c'est pas le cas dans toutes les îles, ça dépend du terrain. Nous avons 17% de production d'hydraulique, nous avons 9%, je connais encore les chiffres parce que j'en reviens à peine, nous avons 9% de bagasse, d'électricité qui est produite par des résidus de la filière canne à sucre. Cela nous fait donc dès aujourd'hui 36% de la production d'électricité guyanaise qui est d'origine renouvelable, et avec le passage au-delà du seuil de 30% dans l'injection, nous sommes en bonne voie pour tenir l'objectif de la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, la planification, celle qui est prévue dans la loi de transition énergétique. Cet objectif étant d'ici à 2020, mais ça sera peut-être 2022, en tout cas de passer très rapidement à 50% d'énergie renouvelable dans la production annuelle d'électricité de l'île de la Réunion. Donc là, nous avons des perspectives de croissance qui sont très intéressantes, sachant en plus que l'île bénéficie d'une démographie relativement positive, assez rapide, et qui fait qu'en effet, pour ceux qui sont dans la salle, je les invite à participer aux appels d'offres que le ministère lance régulièrement pour assurer cette fourniture d'électricité solaire. Merci beaucoup Jean-Bernard Lévy. Je viens d'entendre un tout petit lapsus, vous avez dit l'électricité guyanaise, donc j'en déduis que la prochaine étape c'est en Guyane. Oui, parce que je pensais à la Guyane, mais le temps me manque pour vous dire que nous avons aussi couplé un système solaire et une batterie en Guyane, et je me disais, est-ce que j'en parle aussi, et puis j'ai pas le temps. Voilà. D'accord, allez, on va appeler les autres participants à cette table ronde qui vont nous dire si on a vraiment un savoir-faire compétitif et exportable sur les énergies renouvelables, s'ils peuvent être crédibles par rapport à la concurrence internationale. Restez. Alors, j'appelle Christelle Guizouarne, qui est directrice du développement durable du groupe Avril, Claude Turmes, que je viens de citer à l'instant, notre rapporteur de la directive européenne de 2009. Il est député au Parlement européen depuis 1999. Jérôme Pécresse, qui est président et CEO de GE Renewable Energy. Filippo Cimitan, directeur Wind Power and Renewables chez Siemens. Xavier Barbaro, président directeur général de Neoen. Il n'y a pas de plan de table, mettez-vous par affinité. Pierre-Emmanuel Noël, fondé de pouvoir principal à la BEI, Banque européenne d'investissement. Et Raphaël Trottignon, responsable de la recherche sur les prix et les marchés du carbone à l'Université de Paris-Dauphine. Alors, on va commencer tout de suite avec Jérôme Pécresse. On va commencer par regarder un peu ce qu'ont à nous dire les deux industriels. On ira ensuite sur les deux producteurs d'énergie verte, pas que d'électricité. Vous allez voir, on va enfin parler d'autre chose que d'électricité. Et puis on regardera ensuite le nerf de la guerre avec le banquier et les aspects plus politiques et stratégiques, notamment autour du prix du CO2. Donc, Jérôme Pécresse, vous êtes CEO d'un Tier 1, comme on dit, Tier 1 en anglais, patron d'un noyau dur. J'ai cherché la traduction sur Internet, on ne la trouve pas pour Tier 1. Oh, une activité de premier rang. Activité de premier rang, oui, moi j'ai mis noyau dur. Donc, vous échangez directement maintenant avec Jeff Immelt, qui est le PDG de GE Monde. Finalement, le dénouement de cette alliance dont on parle depuis déjà quelques temps, on en parlait déjà sur cette tribune l'année dernière, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plusieurs sièges sociaux maintenant installés en France. Bonne nouvelle pour les énergies renouvelables. Ça fait 3 mois et 2 jours aujourd'hui que les activités énergie d'Alstom sont donc parties de General Electric. Et en fait, à cette occasion, comme vous l'avez noté, les activités renouvelables qui étaient avant l'opération partie de l'ensemble énergie chez GE ont été isolées comme une activité de premier rang, rapportant donc directement au président de General Electric. Alors, je crois que ça veut dire 2 choses fondamentalement. C'est parce qu'au-delà du fait que l'acquisition des activités énergie d'Alstom a permis à General Electric de croître son chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars dans les renouvelables pour passer à peu près aujourd'hui, on doit être au-dessus de 9 milliards de dollars dans les renouvelables. Je crois que ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'une part que General Electric reconnaît que les renouvelables sont pour elle. Ça fait 20 ans que General Electric n'avait pas fait ça, n'avait pas créé une nouvelle activité de premier rang. Donc je crois que c'est une reconnaissance du fait que ces activités maintenant sont pour General Electric un vrai moteur de croissance et de développement.
Et puis, et une deuxième chose, c'est que ce sont aussi, c'est un vrai métier. On a eu des congrès du CERN où on se demandait quelle va être la vitesse de croissance, comment ça va se structurer. Aujourd'hui, si je prends le métier de l'éolien, et je suis loin d'être le seul dans cette activité, c'est une vraie industrie avec des technologies qui ont atteint une forme de maturité, avec des taux de croissance importantes, avec une vraie industrie et des vrais écosystèmes de fournisseurs derrière. Donc ce sont des enjeux industriels au moins autant que des enjeux de développement et de croissance. Donc je crois que c'est ça qu'il faut lire derrière cette volonté de constituer une activité de premier rang. Alors ensuite, c'est vrai, vous l'avez noté, que la France, entre guillemets, s'en sort bien, puisque l'activité mondiale de General Electric dans les renouvelables est basée à Paris, qu'elle regroupe 3 secteurs principaux, l'hydroélectricité, l'éolien terrestre et l'éolien en mer, que 2 de ces 3 activités sont également basées à Paris, donc l'éolien en mer est basé à Nantes, pardon, et l'hydroélectricité est basée à Paris, que mes équipes de direction autour de moi sont à Paris, donc je crois que ça peut permettre à la France de jouer un rôle plus moteur qu'avant dans le développement mondial des énergies renouvelables. Et ensuite, le troisième et dernier point, c'est qu'effectivement, ça constitue un pôle dans les énergies renouvelables qui est extrêmement intéressant. Je crois qu'on est toujours aujourd'hui la société la plus importante en termes de chiffre d'affaires. On est celle qui a le plus de technologies différentes, puisque General Electric dans les renouvelables, c'est de l'éolien terrestre, c'est de l'éolien en mer, c'est aussi de l'hydroélectricité, du solaire à concentration, un peu de photovoltaïque, un peu de stockage, avec derrière les moyens d'innovation, les moyens d'investissement, le soutien financier de General Electric, qui maintenant peut permettre non seulement de fournir des technologies, mais de co-investir avec nos clients dans des projets. Donc je crois que c'est effectivement une bonne nouvelle. On a un pôle de premier rang, basé en France, avec un énorme potentiel de développement pour aider au développement mondial des énergies renouvelables, et à travers l'innovation, aider aussi à faire ce que je crois que c'est notre devoir à tous, c'est de baisser le coût de production du mégawattheure renouvelable. Je crois on le dit toujours, on est en concurrence les uns avec les autres, mais on est aussi en concurrence sur le prix du mégawattheure renouvelable par rapport au prix du mégawattheure thermique. Et ça, je crois que c'est l'effort de tous, gros fournisseurs, petits fournisseurs, grands utilities, développeurs, IPPs. Il faut qu'on arrive à continuer à baisser le prix de l'énergie renouvelable. On est déjà à la parité réseau pour beaucoup de sources, comme je dirais le photovoltaïque de bonne taille et l'éolien terrestre dans pas mal de pays, mais il faut continuer, l'éolien offshore doit y arriver, c'est notre combat à tous. Alors, vous venez de citer vos différentes structures. Vous nous avez envoyé 3 slides, donc je pense qu'on peut les afficher. Pendant ce temps-là, réalité industrielle, vous venez de l'évoquer à l'instant. Alors, on va passer tout de suite sur la seconde. Voilà. C'est les activités de General Electric dans les renouvelables, donc ça j'ai commenté, je pense qu'on peut la passer. Voilà. Et alors, donc, réalité industrielle, on en parlait déjà depuis un moment aussi. Quoi de neuf depuis un an? Est-ce que les 66 machines Aliad destinées au projet Mercure en Allemagne vont sortir de vos usines de Saint-Nazaire, que je crois on voit en photo? Voilà, vous les voyez, après. effectivement, aujourd'hui, on est les seuls à produire des nacelles d'éoliennes offshore sur le territoire français. C'était l'engagement qu'on avait pris avec notre partenaire EDF dans le cadre du premier appel d'offres de l'éolien offshore. Donc, les usines existent. Une qui fait les nacelles, une qui fait les alternateurs. Elles ont été inaugurées par le Premier ministre il y a un peu plus d'un an, en décembre 2014. On est en train d'y produire les 5 premières nacelles en fait, pour le projet Block Island, qui sera le premier projet d'éolien offshore américain. Donc ces nacelles, les tours de ces 5 éoliennes sont déjà installées. Les nacelles partiront en mai-juin de Saint-Nazaire vers les États-Unis. On fait ensuite une éolienne de plus pour nos amis d'EDF pour pouvoir tester un peu le produit avant les champs français. Et ensuite, on passera à la production pour notre premier projet en mer du Nord. Et ensuite, on arrivera, je dirais, au 1,5 gigawatts pour les champs français. Je crois que le message sur l'éolien offshore, il est toujours le même. Nous, on tient nos engagements industriels, on crée nos emplois. On a aujourd'hui plus de 350 emplois dans les pays de la Loire sur les énergies marines renouvelables. On attend que les pouvoirs publics tiennent les leurs. Et tenir les leurs, ça veut dire pas s'arrêter au deuxième appel d'offres, mais en faire un troisième assez vite, et puis permettre que les champs se fassent le plus vite possible. Je vous rappelle que l'éolien offshore est une expérience passionnante en France, mais un peu frustrante. Moi, j'ai rejoint Alstom il y a à peu près 6 ans. C'était au moment où on a conclu le partenariat EDF. On a fait les offres, et si tout va bien, le premier champ d'EDF, je me tourne vers Antoine, le premier champ d'EDF sera mis en service en 2020. Alors Antoine, c'est Antoine Cahuzac, c'est Monsieur Énergie Renouvelable chez EDF. Ça met 10 ans, il n'y a pas un pays du monde où on met 10 ans entre le moment où on décide de faire un champ offshore et le moment où on le fait effectivement. Les politiques vous entendront. Vous nous présentez une image de pompage-turbinage. Je crois savoir ou me souvenir qu'environ 99% de l'électricité stockée dans le monde l'est au moyen de STEP, station de transfert d'énergie par pompage. Parlez-nous un peu des autres filières énergie effectivement, renouvelable. parce qu'il y a l'éolien en mer, il y a l'éolien terrestre où on continue à développer nos parts de marché. On a historiquement General Electric, un leader aux États-Unis
On continue à développer nos parts de marché en Europe et dans à peu près tous les pays d'Europe, y compris la France. On fait du solaire à concentration. On est aujourd'hui en train de monter un projet en Israël qu'on est en train de réaliser, d'exécuter, qui va faire 130 MW avec une centrale solaire à concentration avec la technologie de Tours. Donc c'est aussi un beau succès technologique et un très beau projet. Ça sera toujours une niche, mais ça sera une niche à laquelle on croit dans les pays désertiques. Et puis on ne parle jamais assez au congrès du CERF de l'hydroélectricité. Donc je crois qu'on peut en dire un mot. On a parlé stratégie européenne avec M. Ristori et Jean-Bernard Lévy. Je crois que pour l'équilibrage du réseau européen, l'hydroélectricité a un rôle à jouer. Les STEP, les pompages turbinages, permettent de stocker de l'électricité et de la renvoyer, sont une technologie qu'on continue à développer. Là, ce que vous voyez, c'est un projet qui s'appelle l'Intal en Suisse. On est en train de mettre en service une centrale d'1,5 gigawatt avec du pompage turbinage qu'on appelle à vitesse variable, ce qui est une nouvelle technologie. C'est la première centrale de ce type dans le monde qui permet à la fois d'être plus réactive et d'être plus flexible. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, en mode pompe, on peut stocker des puissances très différentes. Et donc, c'est totalement nouveau. Ça sera mis en service en mai. C'est une vraie prouesse technologique quand vous voyez la façon notamment l'alternateur a été conçu. Et je crois que cette technologie, elle a un avenir en Europe. Et il faut s'en servir pour équilibrer le réseau européen. Aujourd'hui, ce n'est pas un mystère. Il n'y a pas vraiment encore une politique totalement intégrée en Europe pour la gestion du réseau et le stockage de l'énergie. On en parlait avec le commissaire européen récemment. Ce sont les Suisses qui investissent dans le pompage turbinage pour stocker l'électricité européenne quand elle n'est pas chère et la renvoyer quand elle est chère. Un peu paradoxal. Un tout dernier mot sur les énergies marines renouvelables. Énergie marine renouvelable, où est-ce que vous en êtes? On continue, comme je l'ai dit, à se développer dans l'éolien en mer. On a également une technologie hydrolienne, je dirais, dont l'arrivée à maturité est un peu plus compliquée. Je crois que les pouvoirs publics ne soutiennent pas les autres énergies marines renouvelables avec l'enthousiasme qu'ils avaient mis à l'époque dans l'éolien en mer. Merci Jérôme Pécresse. Vous avez dit on est en concurrence, mais malgré tout, on est tous les deux là pour la baisse des coûts. À côté de vous, vous avez Filippo Cimitan, directeur Wind and Power and Renewable chez Siemens France. Donc, on vient de l'évoquer, cette baisse des coûts est incontournable aujourd'hui. Signal prix de l'éolien terrestre Made in Europe qui permet à certains appels d'offres de battre des records. On a évoqué le passage sous la barre des 40 euros par mégawattheure, et on parle bien d'énergie là, 40, voire même sous la barre des 30 euros par mégawattheure. Est-ce que pour Siemens qui installe, je me souviens l'année dernière, vous nous disiez une machine par jour, une grande machine par jour en offshore, est-ce qu'on est vraiment, ça y est, rentré dans cette ère de compétitivité? Bonjour à tous. Sûrement, on y est déjà. C'est vrai que la baisse de coûts est un fait, autant pour l'éolien terrestre que pour l'éolien offshore, a été dit plusieurs fois aujourd'hui, a été reconnu par les instances publiques et privées, a été mentionné comme les investissements ont accru par rapport à l'année dernière, et c'était très intéressant aussi de voir comme avec 4% d'investissement supplémentaire, on peut investir 30% supplémentaire de puissance. Donc ça montre comme quoi la baisse des coûts est réelle dans l'ensemble de la filière renouvelable. Si on commence par l'éolien terrestre, c'est de loin la filière la plus compétitive dans le mix énergétique, autant renouvelable que thermique. Et il y a des exemples clairs qui sont de plus en plus visibles. On regarde les prix des derniers appels d'offres que vous venez de citer en Afrique du Nord, au Maroc, Égypte, on est entre les 30 et 40 euros mégawattheure. C'est des records, surtout si on pense au prix au gros d'électricité en Europe. Mais il y a des fermes qui existent et qui tournent sans aide depuis déjà 2013, par exemple en Nouvelle-Zélande. C'était un des premiers parcs qui était créé et installé sans aide d'État. Et ce sont des références qui sont importantes parce qu'ils montrent la voie, mais c'est aussi des références à prendre un peu avec intelligence parce que c'est des conditions particulières. Si je prends les cas nord-africains, c'est sous des volumes importants, c'est des délais de développement qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe. C'est un contexte différent où les fonciers sont moins chers, où il y a une filière qui est plus compétitive. Donc c'est un signal des prix important, mais c'est vrai que l'Europe a encore besoin d'un soutien pour pouvoir attendre la baisse des prix qui sera générée surtout par l'innovation. Si on regarde l'offshore, de l'autre côté, là encore, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours de l'EWEA sur la baisse des coûts, la baisse des prix dans l'offshore à partir de 2015, après une légère stagnation sur l'année dernière. Siemens, avec ses partenaires, affiche déjà depuis quelques années la volonté d'atteindre les 100 euros au mégawattheure avec raccordement en 2020. C'est un chiffre important, c'est un chiffre un peu symbolique, on n'y est pas loin. Il y a quelques jours a été annoncé l'investissement pour les projets en Angleterre, au large des côtes Yorkshire.
C'est un projet de 1,2 gigawatts, 170 éoliennes de 7 mégawatts, et les prix est déjà autour de, enfin, l'LCE conséquente est déjà autour de 100 € au mégawattheure. En intégrant le raccordement? Incluant le raccordement. Quelle est la conséquence de ces prix et quelle est la conséquence de ce volume? Grâce à cette technologie, grâce à cette innovation, on a installé, comme vous dites, plus d'éoliennes par jour cette année. Les chiffres qui ont été publiés, c'était 476 éoliennes installées par Siemens en 2014 offshore. Ça a permis aussi d'accompagner les investissements. 400 millions ont été investis dans 2 usines, une usine en Angleterre, notamment Yorkshire, l'usine de Hull, qui va desservir les parcs des Dong, une usine à Cuxhaven, en Allemagne, avec l'engagement de création d'emplois qui suit. Ça, c'est l'Europe. Quid de la France? Je reprends un petit peu les propos de Jean-Louis Balde de ce matin. La France a besoin d'un marché stable, a besoin de visibilité. On demande d'avoir en round 3 sur l'offshore qui soit annoncé rapidement, mais qui soit aussi capable d'intégrer un signal prix fort. Un signal prix qui soit prépondérant, qui laisse la liberté à la concurrence de jouer et de créer une filière qui soit compétitive, autant sur les territoires français qu'à l'export, et notamment en Europe. Donc c'est la création d'un marché qui soit stable, dynamique, mais avec une vision de long terme, qui permettra la création de l'emploi et donc la création d'une filière internationale. Un signal prix fort pour ce 3e round. D'ailleurs, ça m'amuse parce que vous l'appelez le 3e round. En fait, c'est le 2e round, puisqu'on avait 6 gigas comme objectif et qu'on devait faire 3 et 3. Il se trouve qu'on n'a pas fait 3, on n'a fait que 2, puis 1. Donc il y a 1 et 1 bis. Et là, on arrive aux 2. Bon, enfin, bref, pour que tout le monde soit clair. Quand vous dites un signal prix fort, ça veut dire quoi? On était à 226 € de mémoire sur le premier round. Ça veut dire que là, on va être à moitié prix? Ça veut dire que dans les critères d'évaluation d'un projet, l'élément prix, donc l'élément LCE final, sera un des critères prépondérants pour la décision. Ça va forcément inciter un choix et va forcément inciter la baisse de prix final. Et compte tenu du grand retour d'expérience de Siemens, votre vision de l'arrivée des énergies renouvelables sur le marché? Risque ou opportunité? Les deux. Comme je dis tout à l'heure, en Europe, l'intégration du marché des énergies renouvelables ne peut pas se faire sans un support, sans un accompagnement d'un système qui permet de combler la différence entre les prix marché et les prix de renouvelables qu'aujourd'hui, dans les conditions européennes, donc avec des volumes qui ne sont pas celles qu'on voit dans d'autres pays, avec des contraintes de développement, avec des contraintes des réseaux, avec des contraintes fiscales, a besoin d'accompagnement. Donc, une intégration marché qui doit être faite dans la transition graduelle, dans la progressivité, dans la plus grande transparence, avec une période de transition, idéalement. C'était le cas en Allemagne, ça a bien marché, on souhaiterait que ce soit le cas aussi en France, et avec des règles qui, dans les faits, ne pénalisent pas les développeurs. Donc, des références prix qui soient les mêmes que celles de marché de l'électricité, par exemple, prix mensuel plutôt que référence annuelle, etc. Donc c'est un système qui demande énormément d'attention parce que les problèmes, parfois, on les trouve dans les détails. Alors une dernière question pour terminer. Vous nous avez apporté 2 diapositives que l'on va regarder. Comme Enercon, comme GE, vous travaillez vous aussi sur du stockage? Absolument. Baisse de coûts, baisse d'LCE et donc facilitation de l'intégration au marché passe par l'innovation. Innovation, ce n'est pas juste une technologie meilleure, plus performante, c'est la valorisation de l'innovation. C'est la performance de turbines éoliennes, par exemple, mais c'est aussi la capacité de générer de la qualité électrique. Est-ce que c'est la valoriser? C'est aussi la capacité de pouvoir stocker de l'électricité. Comment la valoriser? Est-ce qu'il y a un business case pour le stockage d'électricité? Ce n'est pas le cas toujours en France. Néanmoins, Siemens travaille aussi sur des projets pilotes. On a une ferme qui est raccordée avec un système Siemens de stockage d'électricité par électrolyseur, donc pour la création d'hydrogène. Et il y a d'autres pistes et d'autres idées qui sont prêtes à être développées sous l'échelle commerciale dès qu'il y aura un business case qui le permet. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans certains pays. Donc c'est valorisation de l'innovation, ce qui va permettre la baisse des coûts, et c'est aussi accès à l'innovation. Accès à l'innovation, ça veut dire permettre aux développeurs, permettre aux investisseurs d'avoir accès à la meilleure technologie au bon moment.
et pas se retrouver à faire un choix de technologie en amont du processus de développement et puis se retrouver à installer, par exemple, une éolienne 7-8 ans plus tard. Pouvoir choisir la bonne technologie au bon moment, donc l'accès à la technologie, l'accès à l'innovation et la flexibilité, c'est aussi un levier important d'accélération de la baisse d'LCE. Merci Filippo Cimitan. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va passer maintenant au producteur d'énergie verte, Xavier Barbaro. Pour commencer, Xavier Barbaro, il est président-directeur général de Neoen, un producteur d'énergie verte, filiale du groupe Direct Énergie. Est-ce que l'on a vraiment un savoir-faire français compétitif et exportable sur les énergies renouvelables? Et compte tenu de notre modeste marché intérieur, est-ce que vous arrivez à être crédible à l'international et à répondre à des appels d'offres face à cette concurrence mondiale qui monte sur le sujet des renouvelables? Alors, la réponse est oui. Je vais un peu développer. Juste une petite rectification, on n'est pas filiale de Direct Énergie, en fait on est une société, on a le même actionnaire, donc on est une société cousine, on va dire, de Direct Énergie. Je rectifie. Et on vit notre vie depuis 2008, on a été créé il y a 7 ans, et donc on est un producteur historiquement français, d'abord par son actionnariat, ensuite par aujourd'hui la plupart de ses actifs et de son chiffre d'affaires, et puis par son bureau parisien, mais c'est vrai qu'on s'est très internationalisé. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Le monde est assez darwinien. Alors, il est assez excitant. On a entendu des chiffres ce matin, 160 milliards de dollars par an de marché pour le solaire en termes d'investissement, 100 milliards de dollars pour l'éolien. Donc, ce sont des marchés immenses. Donc, ce sont des marchés qui sont tentants. Après, il faut savoir si on est équipé pour ça. Et la réponse est oui. On était, nous, Neoen, ce matin, un des petits points bleus là, sur la carte qui était montrée par Paul Simon, dans les records de prix établis dans l'éolien l'an dernier. Voilà, il y avait le petit point bleu en Australie, c'était nous. On a remporté récemment un appel d'offres à l'équivalent de 50 € par mégawattheure, flat pendant 20 ans, sans aucune indexation. Donc on arrive, nous, ETI française, avec des partenaires européens, en l'occurrence Siemens en Australie, à faire partie des acteurs les plus compétitifs. Et puis dans nos partenaires, il y a évidemment aussi une dimension financière, puisque par exemple nos projets en Australie ont été financés par des banques françaises et allemandes. Et je pense que ça illustre assez bien la manière pour nous Français ou pour nous Européens d'être compétitifs, c'est de regarder le sujet sous les 3 axes. D'abord, être capable d'investir, ensuite être capable de se financer au-delà de son propre investissement, et puis évidemment avoir des partenariats industriels assez forts. Et tout ce qui nous a historiquement permis à domicile en France de créer des liens assez forts avec nos fournisseurs, avec nos actionnaires, avec nos banquiers, et évidemment quelque chose qui nous donne un avantage à l'étranger. L'avantage, il est toujours ténu, hein. Les choses ne sont jamais gagnées d'avance. Aujourd'hui, les appels d'offres dans le monde entier, ils se gagnent à $1 ou à 1% près. Donc il faut en permanence se remettre en question. On a la chance en France, je trouve, et je ne dis pas ça par masochisme, on a eu la chance d'avoir un système assez dur, hein. D'abord incertain en termes de calendrier, ensuite assez dur en termes de niveau de concurrence. Et donc ça nous a utilement tanné le cuir, hein. Ça nous a fait les muscles. Ça nous a permis de renforcer des liens à nouveau avec des partenaires. Et puis, il se crée finalement dans l'épreuve une forme d'intelligence et une forme de solidarité qu'on essaie de mettre à profit à l'international. Et je vous donnais l'exemple de l'Australie, mais ce n'est pas le seul. On construit par exemple cette année au Salvador, en Amérique centrale, une centrale de 100 MW photovoltaïque cette fois, avec un consortium franco-espagnols, qui sont d'ailleurs ni l'un ni l'autre des grands groupes. Donc on peut aussi, avec des acteurs émergents, constituer des alliances qui réussissent à l'international. Alors c'est pas... La solidarité n'exclut pas une forme de lucidité ou de perspicacité. On ne s'allie pas uniquement avec des gens parce qu'ils sont français ou parce qu'ils sont européens. On s'allie avec eux d'abord parce qu'ils sont bons. On peut aussi faire confiance à des sociétés qui ne sont pas encore considérées comme des champions, mais dont nous, on pense qu'ils peuvent le devenir. Voilà, donc parfois, on prend des paris sur certains acteurs. Historiquement, on était, nous, Neoen, un des premiers clients d'Exosun, et donc on était ravis, au fond, de leur avoir mis le pied à l'étrier à l'époque où nous-mêmes étions aussi un petit acteur. Et ce sont des choses qu'on est capable aujourd'hui de répliquer à l'étranger.
Mais les liens qui se forment à domicile quand ils ne sont pas forcés par la puissance publique, parce que ça c'est toujours un travers, on nous dit avec qui on doit être amis, alors ça ne marche pas toujours, mais quand on choisit spontanément nous-mêmes nos alliances, ce sont des liens assez forts qui se créent et qu'on est capable de répliquer avec succès en Australie, en Amérique centrale, aujourd'hui en Afrique, pour Neoen, puisqu'on se développe aussi en Égypte et au Mozambique. Donc il y a une vraie équipe de France, une vraie équipe d'Europe qui se forme et qui est capable de réussir, et je pense que nous on l'incarne assez bien. Alors d'habitude, ce sont les grandes entreprises qui emmènent dans leur bagage des PME et des ETI. Vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous partez dans des pays, vous, petites structures, et vous permettez à GE ou à Siemens d'aller à des endroits où ils étaient peut-être déjà un peu, mais pas énormément présents. C'est tout à fait vrai. Alors on est par exemple, je crois, le premier client de Schneider Electric. Alors pourtant Schneider doit être 100 ou 200, salle, hein, 100 ou 200 plus gros que nous, mais on est leur premier client dans le photovoltaïque. On l'a montré dans la centrale de Cestas, qui est la plus grande centrale solaire d'Europe en Gironde, dont on a été le principal porteur de projet. Mais donc on peut, nous, une société certes petite mais en croissance, on peut être effectivement aussi une courroie de transmission à l'international pour des acteurs européens qui sont des acteurs établis et qui ont l'intelligence de comprendre, parce que c'est la réalité de notre secteur, que le renouvelable est assez décentralisé. Donc souvent ce sont des petits projets, donc portés par des acteurs comme nous de taille moyenne. Mais donc à la fin, cette somme de petits projets fait un marché à 260 milliards de dollars, comme on l'entendait ce matin. Mais des acteurs comme nous, de taille moyenne, sont en général les acteurs qui font bouger les lignes. Alors parfois il y a un peu des distorsions dans le secteur parce que tel ou tel grande utility, sous la pression des analystes boursiers, se dit mon Dieu, il faut que je me verdisse à toute vitesse, et puis s'achète du renouvelable en urgence. Mais quand on regarde vraiment les forces naturelles du marché, on a besoin d'acteurs qui sont souvent des purs renouvelables, qui sont agiles, qui sont au plus près du terrain. Et le fait d'avoir l'obligation pour une société comme nous d'être rentable projet par projet nous oblige justement à nous creuser la tête, à faire les meilleurs choix. Et à la fin, ce sont ces forces qui sont naturelles, qui, je pense, donnent les meilleurs résultats, à la fois pour nos clients, donc les États ou les entreprises qui nous achètent notre électricité, et puis pour nos fournisseurs, parce qu'ils savent qu'un acteur comme nous, même s'il est plus petit qu'eux, au fond, est un acteur pérenne parce que, justement, drivé par des facteurs rationnels et non pas irrationnels. Une dernière question pour préciser un point que vous avez rapidement évoqué tout à l'heure. Développer des gros projets à l'export suppose aussi d'avoir accès à des financements compétitifs. Comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce que vous attendez des banquiers? Profitez-en, ils vous écoutent. J'en ai croisé plusieurs là tout à l'heure au moment du cocktail, enfin on va dire de la pause cocktail. J'ai croisé Stéphane Pasquier, ils sont là, ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous avez à leur demander? Alors, ce qu'on a à leur demander, je vais d'abord dire ce qu'on a à leur proposer. On a à leur proposer des projets de qualité, donc on va commencer par là. On ne demande pas qu'on nous rende service, mais on leur demande de s'intéresser à ce qu'on fait, et puis à s'apercevoir qu'effectivement, nos projets et notre société, et on n'est évidemment pas les seuls, hein, il y a en France un certain nombre de confrères qui nous ressemblent, je ne cherche pas du tout à capter du capital vers Neoen, mais pour vraiment faire une réponse neutre, des sociétés comme la nôtre sont porteuses de bons projets, mais ont en face de nous des concurrents qui sont assez bien rodés à ce genre d'exercice. Hein. Vous avez les Américains qui sont financés par l'OPIC, vous avez maintenant on voit pas mal d'argent du Golfe qui a été réinvesti là récemment dans le renouvelable et qui crée une grosse pression sur certains appels d'offres. On voit que les Chinois commencent à faire des alliances, on va dire, entre des porteurs de projets, des industriels et puis des prêteurs chinois. Et donc nous, il faut qu'on soit capable, nous aussi, d'avoir cette forme d'alliance entre des industriels comme Siemens, comme GE, comme Exosun ou comme Schneider, des porteurs de projets comme Neoen ou d'autres, et puis effectivement des prêteurs, mais à nouveau que ça se joue sur les mérites de chacun et que surtout ça ne soit pas sur ordre politique, parce que c'est comme ça que le système peut retomber dans ses vieux travers. Voilà. La BPI, la CDC sont dans la salle, largement représentés. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ils ne vous soutiennent pas à l'international? On n'a pas la chance d'avoir une KfW avec 10 fois plus d'encours que BPI plus CDC. Enfin, c'était les derniers chiffres que j'avais. Je demande qu'à être corrigé. La BPI nous soutient à l'international d'abord parce qu'ils sont un des actionnaires de Neoen, donc c'est un engagement fort qu'ils prennent à travers nous.
Et puis nous soutiennent aussi, il y a certaines formes d'aide. Alors c'est vrai que la BPI ne prête pas, ou peut-être pas encore directement, dans des projets à l'international. Et aujourd'hui, même si on a un vrai marché domestique, à la fois dans l'éolien et dans le solaire, c'est vrai que les grands volumes sont hors de France. Mais donc, ils peuvent évidemment décider de s'intéresser à ce marché. Mais il y a dans les prêteurs privés plus classiques, Natixis en est un bon exemple, des financements hors de France qui se mettent en place et qui sont des bons choix. Merci Xavier Barbaro pour ce témoignage. On va parler d'autre chose que d'électricité avec Christelle Guizouarn, directrice du développement durable du groupe Avril, présidente du syndicat français des producteurs de biodiesel. Alors le géant du monde agricole que vous représentez à cette table ronde vient de boucler un changement de structure assez inhabituel avec une nouvelle gouvernance et surtout un nouveau nom. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà le groupe Avril, mais en fait vous connaissez certainement son ancien nom. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une révolution, c'est motivé par la transition énergétique? Alors, bonjour à tous. Alors, le groupe Avril, avant, s'appelait le groupe Sophie Protéol, et à mon avis, quasiment personne dans la salle n'en a jamais entendu parler. Alors, pourquoi nous avons changé le nom? Pas pour la transition énergétique, tout simplement parce que nous devions changer de gouvernance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sophie Protéol, pour les gens qui ne le savaient pas, donc moi je l'ai su quand même récemment, ça fait 10 ans que je suis dans le groupe, ça voulait dire Société de financement des oléagineux et des protéagineux. Alors déjà, c'est un nom complexe, mais c'est le métier d'origine, en fait, d'Avril, qui est la gestion de fonds agricoles, des producteurs de colza, de tournesol, et la création de débouchés par des prêts et des prises de participation. Donc c'est le métier historique de ce groupe. Ce groupe a 30 ans, et ce groupe a été fondé par le monde agricole. Ça, c'est essentiel, c'est au cœur de notre fonctionnement, de notre développement. Et ce que nous souhaitions en changeant de gouvernance, maintenant nous sommes, alors c'est un nom barbare, une société en commandite par action. Nous sommes surtout plus transparents dans notre organisation, plus clair et plus simple. Nous avons séparé le métier financier, qui s'appelle toujours Sophie Protéol, du métier industriel. Et cette séparation, elle était nécessaire dans la mesure où Sophie Protéol pouvait aussi intervenir chez les concurrents d'Avril. Donc cette séparation, cette transparence, nous en avions besoin. Et nous voulions aussi remettre au cœur de notre gouvernance le monde agricole. Dans le conseil d'administration de la gestion d'Avril, il y a 4 sièges sur 9 de représentants du monde agricole. Donc notre business model est un peu particulier dans la mesure où nous n'avons jamais redistribué de dividendes, que nous réinvestissons la totalité de nos bénéfices dans la création de débouchés pour la filière des oléoprotéagineux. Alors, on va regarder la diapo que vous nous avez apportée pour mieux comprendre votre organisation. Alors, Avril, agence de valorisation de quelque chose? Alors Avril, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Pourquoi Avril? Alors c'est petit pour moi, mais alors Avril déjà parce que c'est plus simple que Sophie Protéol. Je pense que c'est une bonne raison, c'est plus facile à dire et à écrire. Alors Avril, comme vous pouvez le voir sur le graphique, en fait, est présent depuis la trituration des graines. Vous savez, le colza, le tournesol, pour extraire l'huile et le tourteau, nous avons besoin de les triturer. Donc c'est la partie du bas du graphique où finalement, à partir de cette huile végétale, nous produisons de l'huile pour l'alimentaire. Avril est propriétaire de la société Le Sieur, par exemple. Pour les biocarburants, donc pour le biodiesel dont nous allons parler avec Diester, en étant le leader européen du biodiesel, et pour tout ce qui est oléochimie. Et pour la partie, le reste de la graine qui représente 60% de la graine, eh bien cette graine, ce pourcentage va en alimentation animale par Sanders, qui sont des marques connues en Bretagne, mais pas par le grand public, et dans tout ce qui est élevage et pour la production des œufs. Donc Matine fait partie du groupe Avril également. Donc alors je vais quand même vous répondre pourquoi Avril, au-delà de la simplicité du nom et que ça commence par un A, tout simplement parce qu'Avril c'est le mois de floraison du colza qui est notre mission de base de transformation du colza pour différents débouchés. Alors sur justement ce colza et sur ce cœur de métier biodiesel, des hauts et des bas ces dernières années, quelle est la situation aujourd'hui? Vers quoi on va? Alors, des hauts et des bas, c'est très clair. À la base, la France et Avril, maintenant on va appeler Avril, étaient pionniers dans le développement du biodiesel dans les années 90. Donc, nous avons été portés par des politiques à la fois au niveau européen, avec la directive énergie renouvelable de 2003, par le biais du plan biocarburant français qui a suivi, donc une trajectoire très claire, très progressive, des outils industriels qui se sont mis en place. La filière française a investi 1 milliard d'euros sur les territoires pour la production de biodiesel.
Une directive de 2009, alors là où les choses se sont un petit peu compliquées, il était nécessaire de démontrer la durabilité des matières premières et des biocarburants produits, du biodiesel. Le coup, alors je dirais pas le coup d'arrêt, mais le gros coup de frein, ça a été par rapport aux discussions entre 2009 et 2015 sur les biocarburants en général, qui sont sur une base de matières premières qui peuvent être utilisées en alimentaire, avec un débat qui s'appelle le débat sur les changements d'affectation indirecte des sols, un débat compliqué, passionné, et finalement qui pour l'instant s'est traduit par une modification de la directive énergie renouvelable en 2015, mais ça a contribué finalement à créer de l'instabilité pour les industriels. Nous avons dû fermer 2 sites sur le territoire français, et donc il est vrai un coup de frein, je dirais, sur 2015, sachant qu'il faut quand même être honnête, la France reste un gros producteur de biocarburants et de biodiesel, reste dans le top 2 ou top 3 des producteurs européens. Et la France a des atouts, surtout. La France a une matière première agricole riche. La France est déficitaire en protéines de colza, donc la production de biodiesel permet d'en produire. Nous sommes déficitaires en gazole, donc tout ce que nous produisons sur notre territoire en biodiesel se substitue au gazole que nous importons de Russie. Il faut voir qu'à la pompe, que vous alliez chez Total, Intermarché, Leclerc, vous avez 7 à 8% de biodiesel qui est produit en majorité dans nos unités et 30% dans les flottes captives comme les villes comme Rueil-et-Malmaison. Donc un coup de frein, des débats. Aujourd'hui, où nous en sommes en France, nous avons la loi de transition énergétique qui est positive avec un objectif de 15% d'énergie renouvelable dans les transports en 2030. Alors, on ne dit pas biocarburant, mais nous considérons que toutes les énergies renouvelables ont leur place. C'est un mix qui doit se traduire par la définition de trajectoires claires avec des complémentarités entre les biocarburants que nous produisons, les futurs que nous pourrons produire, parce que nous sommes aussi dans la seconde génération avec un projet qui s'appelle Beautyfuel avec d'autres industriels comme Total, un projet pilote de torréfaction de la biomasse sur notre site de Compiègne et de gazéification à Coudekerque. Un pilote sur la deuxième génération, c'est 180 millions d'euros, il faut quand même le noter. Et donc, nous sommes optimistes sur le fait que la France a des atouts et doit continuer à les valoriser. Et cette industrie, elle représente 20 000 emplois, directs et indirects, induits sur le territoire. Donc, nous souhaitons vraiment pouvoir poursuivre ces activités essentielles à notre mission de départ. Une petite dernière question, signal prix du CO2, on en a déjà parlé ce matin, on va revenir dessus tout à l'heure. Qu'en pense Avril ? Alors les taxes carbone, les prix du CO2, alors, sur le principe, nous on trouve ça très bien. Il y a quelques années, il a failli y avoir une taxe carbone en France. Finalement, il n'y en a pas eu. Alors, un point de vigilance quand même, je dirais non, 2 points de vigilance. Premièrement, c'est que s'il y a une sorte de taxe carbone, il ne faut pas l'appliquer aux énergies renouvelables. En France, il y a la contribution climat-énergie. Donc vous voyez l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers, le gazole, sur l'essence, sur un certain nombre de produits, s'applique aussi aux biocarburants, alors que c'est du carbone d'origine renouvelable. Donc le point de vigilance, c'est très bien de pouvoir distinguer le fossile du renouvelable, mais encore faut-il, dans l'application réelle, ne pas soumettre le renouvelable aux taxes carbone. Et le deuxième élément de réponse sur le principe de la taxe carbone, c'est que la politique biocarburant, elle est basée sur différents piliers. La réduction des émissions de CO2, donc c'est un pilier fort, le CO2, mais il y en a d'autres. L'emploi, la valorisation agricole, l'indépendance énergétique. Donc ces éléments doivent aussi compter dans les politiques futures, en particulier au niveau européen. Et nous souhaitons réellement qu'il y ait un objectif d'énergie renouvelable dans les transports en 2030 et que les biocarburants puissent avoir toute leur place dans cette politique à l'horizon 2030. Et juste vraiment pour terminer cette fois-ci, grâce à vous, l'usine nouvelle, c'est maintenant qu'on fait beaucoup d'énergie renouvelable en France. J'aimerais bien qu'on mette la petite image, là, c'est pas dans le fichier Avril, c'est autre chose. Voilà, vous êtes lauréate du trophée 2015 des femmes de l'industrie, donc bravo, vous avez sans doute déjà été applaudi pour ça. Vous avez eu 2 trophées, on vous voit brandir 2 trophées puisqu'il y en a un autre concernant le développement durable. Un petit mot sur l'emploi, on peut faire des carrières dynamiques dans vos secteurs d'activité, il y a de la place, vous embauchez, il y a plein de jeunes qui sont là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Il y a notamment des jeunes femmes qui sont là. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, au-delà de la petite photo, effectivement, qui était un moment sympathique, c'est que les énergies renouvelables, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique.
Pourquoi je veux le prix? Parce que c'était l'année de la COP21, mais parce que l'engagement dans ces secteurs-là sont des secteurs dynamiques avec des croissances rapides, donc on peut faire de belles carrières. Donc effectivement, j'ai eu le prix de la femme de l'industrie, mais moi je pense qu'avec toutes les personnes qu'il y a à ma table ronde, l'homme de l'industrie pour les énergies renouvelables, je pense qu'il y a de forts potentiels et que nous pourrons certainement montrer une autre photo l'année prochaine de l'homme des énergies renouvelables. Merci. Bon, messieurs, le défi est lancé. À vous de jouer maintenant. On l'a déjà évoqué un petit peu à l'instant, le nerf de la guerre, le financement de tous ces projets, 20% d'equity, en gros 20% d'equity, 80% de dette senior. Où va-t-on le chercher? Comment ça se passe? On a avec nous Pierre-Emmanuel Noël, il est fondé de Pouvoir Principal, responsable des financements énergie renouvelable pour la France à la BEI. On va commencer peut-être par corriger le tir et rappeler que vous êtes une grosse banque, presque un géant financier qui fait de moins en moins profil bas. La preuve, vous êtes là, vous étiez déjà là l'année dernière pour venir dire ce que vous faites sur les énergies renouvelables. Alors rapidement, juste quelques chiffres pour vous resituer dans la galaxie des banquiers. Oui, merci Philippe. Bonjour à tous et merci au CERF pour cette invitation en effet pour la seconde année consécutive. Alors, je ne vais pas vous noyer de chiffres et j'aime à croire que dans cette salle, la plupart des membres du CERF connaissent au moins de nom la BEI, puisque une grande partie d'entre eux bénéficient à des titres divers de nos interventions. Tout de même, pour poser les ordres de grandeur, la BEI en 2015 a financé pour un total de 85 milliards d'euros dans le monde entier, essentiellement dans l'Union européenne, 90% à peu près de ce montant dans l'Union européenne. 85 milliards, c'est un montant qui donne un peu le vertige. C'est 4 fois à peu près la Banque mondiale. Donc ça fait de la BEI le plus grand prêteur de la famille des banques supranationales ou multilatérales, comme on les appelle quelquefois. Donc ça, c'est un premier élément. Alors, un autre aspect qui certainement vous intéressera, c'est que les gouverneurs de la BEI, qui sont les ministres des Finances de l'Union européenne, ont fixé un objectif dur à la BEI de faire minimum 25% de son chiffre dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, donc essentiellement l'efficacité énergétique et bien sûr les énergies renouvelables. Alors ce matin, il y a une présentation très intéressante d'Ernst & Young qui évaluait à peu près à 330 milliards d'euros les besoins annuels de financement pour les énergies renouvelables. Mettez cela en relation avec les chiffres dont je vous parle, ça fait de la BEI plus ou moins 10% de ce montant total, bon certes en incluant l'efficacité énergétique. Donc nous pouvons dire, comme l'a fait notre président récemment lors de la présentation des résultats 2015, que la BEI est le premier prêteur au monde pour les énergies renouvelables. Alors en France, et ça vous intéressera certainement, en France on est évidemment très présent. On fait à peu près 8 à 10 milliards d'euros, tous secteurs confondus. Et nous avons aussi une volonté d'être très présents dans ces objectifs de lutte contre le changement climatique. Donc pour vous donner quelques indications, nous avons à peu près 30% de notre activité en France, donc sur les 8 ou 10 milliards que nous faisons. À peu près 30% pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ça prend différentes formes. Bien sûr, on travaille avec les grands opérateurs, hein, donc les Engie, les EDF, les RTE et bien sûr les autres, donc les distributeurs et TSO. On travaille aussi avec les porteurs de projets, avec les promoteurs. Alors, avec les gros promoteurs, c'est plus facile, mais on essaie également de rencontrer les besoins des petits et moyens opérateurs. Et pour cela, on travaille avec des banques. Philippe, vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure qui sont présentes dans la salle. Donc, nous avons des partenariats pour plusieurs milliards d'euros en France qui recouvrent à peu près toutes les filières possibles et imaginables d'énergie renouvelable, aussi bien évidemment le photovoltaïque et l'éolien que la géothermie, la biomasse et la méthanisation. Alors, Voilà, pour donc, autant, vous parlez de la méthanisation. Je me souviens très bien que l'année dernière, on parlait de la BEI classique, assez prudente et assez gros projet. Vous changez un petit peu, vous vous ouvrez à d'autres filières plus risquées, la méthanisation par exemple, quand il y a un risque sur la ressource. Vous osez maintenant partir sur ces projets-là, voire même sur des projets plus petits? Alors l'année dernière, j'avais déjà laissé entrevoir que les choses évoluaient de notre côté. Et tout à l'heure, Dominique a évoqué avec beaucoup de pertinence le plan d'investissement pour l'Europe, qu'on appelle
plan Juncker à tort parce que maintenant on doit dire plan d'investissement pour l'Europe ou fonds européen d'investissement stratégique. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose de compliqué de manière simple. Donc, il s'agit d'un dispositif qui est vraiment opérationnel depuis la fin de l'année dernière. L'Union européenne a mis 16 milliards d'euros sur la table et nous l'avons abondé avec 5 milliards d'euros de notre bas de laine. Donc nous avons une force de frappe de 21 milliards d'euros et ces 21 milliards d'euros sont une sorte d'assurance crédit mise à la disposition de la BEI et sur la base de laquelle la banque va pouvoir développer un portefeuille d'activités nouvelles que j'appellerais 2.0. Donc la BEI classique 1.0 continue à exister, la banque AAA prudente qui prête aux régions, aux collectivités, etc. Elle continue à exister, mais en plus de cette BEI 1.0, entre guillemets, nous avons un nouveau portefeuille, un nouveau volant de projets que nous allons financer et ces nouveaux projets devront répondre à certains critères qui ont été fixés dans la réglementation donc, sur ce plan d'investissement pour l'Europe. Et ces critères sont variés, mais le thème commun qu'il faut retenir, s'il faut en retenir un, c'est plus de risques. Donc grâce à ce rehaussement de crédit, nous espérons pouvoir, sur la base de ces 21 milliards d'euros, amener à peu près 60-62 milliards d'euros de financement dont le thème commun sera plus de risques. Alors, il y a quelque chose de très important à souligner. Bien sûr, les premiers projets ont notamment été dans le secteur de l'énergie, 28% je pense Dominique, mais la réglementation sur ce plan d'investissement pour l'Europe ne contient ni quota par pays, ni quota par secteur. Donc j'ai un message, je m'adresse à vous tous, n'hésitez pas à être volontariste parce que les premiers arrivés seront les premiers servis et cette enveloppe n'est pas du tout fléchée vers tel ou tel secteur ou pays. Ah, Claude Turmes, micro. C'est pas vrai? Ça, j'accepte pas, parce que c'était des négociations entre les gouvernements et le Parlement européen. Et si vous lisez le texte, l'argent est fléché. Vous devez faire du renouvelable et vous devez faire de l'efficacité énergétique. Vous devez investir dans les réseaux. Lisez le texte et donc ne dites pas que c'est pas fléché. Réglementation, mais il n'y a pas de quota. Vous avez raison que les premiers arrivés sont les gagnants, mais ne dites pas que c'est pas fléché. Non, c'est fléché. Mais je suis d'accord avec vous, on n'est pas du tout en désaccord. Moi, je suis là justement pour essayer qu'on en fasse autant que possible dans le secteur. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une enveloppe, un montant minimum d'énergie renouvelable. Et si les gens qui font, je sais pas, du transport par exemple, ou de l'innovation dans l'industrie, qui sont aussi des thèmes éminemment sympathiques, ou la digitalisation de l'Union européenne, sont également des thèmes qui sont mentionnés dans la réglementation. Donc nous sommes bien d'accord. Essayons d'en faire le maximum dans le domaine des énergies renouvelables. Comment les porteurs de projets peuvent-ils travailler avec vous? Est-ce que ça veut dire que vous allez travailler avec n'importe quelle taille de projet? Ils peuvent venir vous voir? Comment est-ce que ça va s'organiser? Est-ce que tous les projets ont un même guichet d'entrée, un guichet unique? Ou est-ce qu'en fonction du type de projet, ils vont s'adresser à un interlocuteur différent? Alors la bonne nouvelle pour simplifier la vie de tout le monde, c'est que ce sont les mêmes personnes qui vont continuer à faire du BEI 1.0 et qui vont proposer les activités nouvelles. Ces activités nouvelles, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nouvelle boîte à outils pour nous. C'est-à-dire que ce sont des instruments nouveaux. Par exemple, un exemple que je cite, on peut investir dans des fonds énergie renouvelable. Alors vous avez peut-être suivi cela. L'année dernière, c'était d'ailleurs un des premiers projets au titre du plan d'investissement pour l'Europe. On a mis 50 millions d'euros dans le fonds Cap Énergie. Et c'est évidemment un exemple parmi d'autres. Il y a également la possibilité pour nous de financer la recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, par exemple, des opérateurs comme Siemens ou GE qui souhaiteraient financer des programmes de recherche sont bien entendu les bienvenus en nos murs. Il y a également un produit nouveau, et je suis sûr que dans la salle, cela pourra susciter l'intérêt des uns ou des autres, un projet qui s'appelle Innofin Energy Demo, et qui nous permet de faire quelque chose qu'en général les banques commerciales sont réticentes à proposer, c'est de financer des projets d'énergie renouvelable qui sont basés sur des nouvelles technologies, des technologies non prouvées, qui ont besoin d'établir un track record. Et grâce, encore une fois, à l'appui de ce plan d'investissement pour l'Europe, nous sommes en mesure de financer ces projets, y compris pendant la phase de développement. Voilà. Donc ça, ce sont quelques exemples. Et aussi, pour répondre, Philippe, à votre question, pour les plus petits intervenants, nous avons la possibilité d'interposer des banques commerciales, comme nous le faisions dans le passé, avec une grande nouveauté,
Dans le passé, nos interventions étaient en refinancement, c'est-à-dire que nous ne prenions jamais le risque crédit sur le porteur de projet, sur le promoteur. Grâce au plan d'investissement pour l'Europe, désormais, nous pouvons partager à 50-50 avec les banques le risque sur le projet sous-jacent. Et alors, vous osez des procédures carrément inhabituelles, par exemple pour la méthanisation. À qui doivent-ils s'adresser? Alors, la méthanisation, c'est un secteur qui m'intéresse. C'est un secteur qui, c'est pas le plus facile, soyons clairs. Mais c'est justement parce que c'est pas le plus facile qu'il faut essayer d'y aller. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore un outil qui est en place en risk sharing pour cette filière, mais nous sommes en train, avec l'aide tout à fait appréciable de Jean-Louis et ses équipes au CERD, nous sommes en train d'essayer de définir quels sont les besoins de la filière et de mettre en place, je l'espère, le plus rapidement possible cette année, une enveloppe en risk sharing qui nous permettra donc de donner aux banques classiques qui interviennent dans le secteur, de donner plus de marge de manœuvre, de faire passer plus facilement les dossiers en comité de crédit. Et là, nous n'avons pas de limite minimum d'intervention. Et donc, c'est le CER, le point unique d'entrée. Les gens pour doivent s'adresser pour au l'instant, syndicat. dans ce stade, pour la méthanisation, donc ce stade un peu exploratoire, j'invite les gens qui ne l'auraient pas encore fait à s'adresser au CER, à Sabrina qui chapeaute la filière biomasse, pour faire part de leur vue. En parallèle, j'ai des concertations avec les banques de la place et j'espère d'ici quelques semaines ou quelques mois, nous serons en mesure de proposer quelque chose. Et à ce moment-là, ça deviendra, bien sûr, ce seront les banques traditionnelles qui seront les interlocuteurs de premier point de contact pour les porteurs de projets. D'accord, donc rendez-vous sur www.enr.fr. Vous aurez certainement des indications, la procédure à suivre et les coordonnées de Sabrina directement. Elle est assise au premier rang. Voilà, lève bien la main Sabrina, que tout le monde te voit. Voilà, il y a des porteurs de projets méthanisation. Allez-y. Merci pour toutes ces précisions, Pierre-Emmanuel Noël. Peut-être un petit mot aussi, quel serait le juste prix pour une taxe CO2, avis du banquier? Alors ça, c'est la question un peu pour laquelle je demande le joker, parce que sur les émissions carbone, j'ai mes vues qui ne représentent pas nécessairement celles Vous demandez le Juncker ou le Joker? Je demande un joker sur cette question-là. Ok. Raphaël Trottignon va nous répondre. Il est responsable recherche sur les prix et les marchés du carbone à la chaire économie du climat de l'université Paris-Dauphine. Désolé pour les traducteurs de parler aussi vite. Les mécanismes de marché, dont on a déjà parlé pas mal ce matin, semblent prouver un petit peu leur inefficacité avec un prix qui se balade quelque part autour de 5 à 10 euros la tonne. Donc finalement, qu'est-ce que ça apporte, ces mécanismes de marché, par rapport à une taxe carbone, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Christelle Guizouarne, une taxe simple, finalement, ce serait beaucoup plus lisible. Quel est l'apport d'un mécanisme de marché ? Alors oui et non, je vais peut-être commencer par rappeler un peu le principe de fonctionnement très rapidement pour tous les gens dans la salle qui sont peut-être plus axés renouvelables et un petit peu moins carbone, même si évidemment il y a un lien qui est évident. Le principe de base de la tarification du carbone, c'est que en l'absence de prix du carbone, le problème climatique reste très majoritairement extérieur à la sphère économique. Et donc quand on va donner un prix à ce carbone-là, on va faire rentrer la problématique climatique dans les décisions prises par les acteurs économiques, les entreprises, les États, etc. Donc il y a deux grands moyens, comme vous l'avez rappelé, de mettre en place un prix du carbone. Soit on fixe le prix, les pouvoirs publics fixent le prix du carbone en mettant une taxe et regardent l'évolution des émissions qui en résultent. Soit on a le raisonnement symétrique, on fixe un plafond d'émissions qui est dégressif dans le temps, matérialisé par des quotas, et on crée un marché sur lequel les acteurs qui doivent chaque année restituer autant de quotas que leurs émissions échangent des quotas, et donc le prix du carbone va alors résulter de l'offre et de la demande. On a les deux systèmes qui coexistent en Europe, notamment le système européen d'échange de quotas de CO2 qui a été créé depuis 2005, qui est un petit peu dans ce cadre-là. L'Europe a également été aussi pionnière, puisqu'on était les premiers, ça a été le plus grand et le premier marché carbone dans le monde. On aura l'occasion de revenir donc sur les problèmes qui se sont manifestés après. Et des taxes carbone, il en existe aussi en Europe depuis les années 90 dans les pays du nord de l'Europe, plus récemment en Irlande, en France, ça a été rappelé, et bientôt au Portugal, je crois, cette année même, le Portugal a mis en place une taxe carbone. Alors il y a deux effets qui sont souhaités lorsque donc, on tarifie ces émissions de carbone.
Le premier, c'est que ça va évidemment impacter l'efficacité relative entre les sources carbonées et les sources décarbonées comme les renouvelables. Plus le prix du carbone va être élevé, plus on va pénaliser les sources fossiles relativement aux sources décarbonées. Donc on a là un outil puissant pour réorienter éventuellement, autant dans la gestion de l'opérationnel que dans les investissements, des fonds vers, réorienter, faire moins de fossiles et plus de décarbonés. Et il y a un deuxième effet dont on parle un petit peu moins, mais qui est tout aussi puissant, c'est que quand on crée ce prix du carbone, on génère une valeur qui n'existait pas auparavant, puisque les émissions étaient gratuites. Donc quand on crée un prix du carbone, on génère une valeur, et cette valeur, elle donne des revenus aux États, que ce soit des revenus issus de la perception de la taxe carbone, que ce soit des revenus issus de la vente aux enchères des quotas de CO2. Et donc ces revenus, les économistes préconisent qu'ils soient la recherche du double dividende. Alors je dis des gros mots, voilà, mais en gros ça consiste à dire que comme on crée un nouveau prélèvement, on a intérêt à baisser d'autant des prélèvements qui sont plus distorsifs, par exemple les charges sur le travail, etc. etc. Il y a aussi d'autres utilisations qui sont d'ailleurs mentionnées dans la directive sur le marché de quotas, qui sont d'utiliser une large partie de ces revenus. La directive dit au moins 50%, mais c'est qu'une recommandation, pour financer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, etc. Donc on a à la fois un effet différentiel sur la pénalisation du fossile et la rentabilisation des sources peu carbonées, et en même temps une génération de masse d'argent qui peut servir à investir, notamment dans des domaines qui ont besoin d'être lancés ou d'être poussés au début. Donc voilà, sur le marché européen des quotas, donc, vous l'avez dit tout très justement, on a été un petit peu angélique. C'est-à-dire que si on revient aux premières années, voilà, entre 2005 et 2008, le prix oscillait à des niveaux, on va dire, de 20 à 30 euros la tonne. Et aujourd'hui, on est tombé on était à 8 euros encore il y a quelques semaines, on est retombé à 5,50 euros ce matin quand j'ai regardé. Donc on a beaucoup de peine à faire, à maintenir, on va dire, cette incitation du marché carbone dans la durée. Vous dites que le tarif descend jusqu'à 5 euros en ce moment. Il y a un autre tarif qui est en train de descendre, c'est le prix du baril de pétrole. Il n'arrête pas de descendre depuis mai 2015, avec un passage très bas autour de janvier vers 28 euros le baril. Il est en train de remonter un tout petit peu, mais il est toujours autour de 30-32. Est-ce qu'il ne faudrait pas profiter du fait que le prix du pétrole est très très bas en ce moment, même si ça a l'air impossible, même si Claude Turmes va en parler au niveau européen, il va dire qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, mais est-ce que c'est pas le moment ou jamais d'insérer une taxe carbone qui serait quand même beaucoup plus indolore que si on attend que le pétrole soit remonté encore? Alors effectivement, le contexte est tout à fait favorable en ce moment. Après, il faut voir si au moment où le contexte éventuellement se retournerait, on va être aussi fort pour maintenir si par exemple on profite de la baisse des prix du pétrole pour augmenter les tarifications du carbone, il faut faire attention aussi, est-ce qu'on ne va pas être obligé de baisser les tarifications du carbone et donc d'inverser l'incitation au moment éventuellement où le retournement pourrait se produire sur les marchés fossiles. Faut bien voir que la raison principale pour laquelle le marché des quotas n'est pas capable de délivrer un signal prix, jusqu'à présent, suffisant et crédible, c'est pour des raisons de gouvernance principalement. C'est-à-dire qu'on malheureusement, on n'a pas été capable de réduire la quantité de quotas de manière dynamique et rapide au moment où on avait besoin de le faire, puisqu'il y a eu la crise économique, il y a eu le développement rapide des renouvelables, il y a eu l'entrée massive... C'est faux. Non, sérieux, c'est faux. La faute a été au début. Quand la Commission européenne, en 2006-2007, a fait la modélisation pour 2020, elle a fait une modélisation, ça s'appelle PRIMES, High Energy Efficiency, High Renewables, été 2006. Qu'est-ce que ce modèle disait? Je fais en Europe 20% d'efficacité énergétique, je fais 20% de renouvelables, qu'est-ce qui se passe? J'ai automatiquement 20% de domestic CO2 reductions. Et qu'est-ce que l'Union européenne a décidé? Elle a décidé 10% de domestic reductions. Donc, je répète, efficacité énergétique et renouvelable à eux seuls arrivaient déjà à 20%. Et puis, au lieu de décider 30, il fallait décider 30 ou 35%. Et l'erreur politique, elle est en janvier 2007, Barroso
je ne sais pas qui l'avait piqué, a décidé, probablement un gars du marketing qui lui a dit 20-20-20, it's better sellable than 20-20-35. Et donc la faute politique était au début. Et il faut comprendre, il faut mettre l'objectif du effet de serre à 30-35, sinon ça ne peut jamais marcher. C'est ça l'erreur. Et elle était au début. On est d'accord. Après, il peut se manifester le problème inverse, c'est-à-dire qu'on peut être trop ambitieux et le cas ne s'est pas produit, hein, mais le prix du carbone pourrait s'envoler à des niveaux qui pourraient être insoutenables pour des pays de l'Est, par exemple, etc. Donc en fait, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est le fait que ce qui est dangereux, c'est pas de fixer trop bas au départ ou de fixer trop haut au départ. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas laisser une gouvernance qui permet d'agir rapidement sur le marché pour diminuer la quantité de quotas quand on voit qu'on n'a pas le prix du quota qu'on voulait. Je pense que sur ce point-là, on peut se rejoindre. C'est-à-dire que, effectivement, initialement, mais ça c'est une leçon qui est générale sur les marchés de quotas de CO2, hein, c'est qu'on a la trouille de mettre un objectif trop ambitieux. Et donc forcément, on multiplie les mesures et on n'est pas assez, voilà, on est un petit peu peureux. Alors voilà, c'est tout à fait amical. Hein, en plus, vous n'étiez pas encore. Voilà. Il aura un droit de réponse après, les minutes story, ne vous inquiétez pas. Donc, Raphaël Trottignon, vous êtes auteur de plusieurs bouquins, notamment sur le réchauffement climatique, les enjeux énergétiques, et vous venez d'en commettre un avec Christian de Pertuis sur les enjeux de la COP21 et le prix du carbone. Qu'est-ce que la COP21 va changer et quel serait le bon prix du carbone d'après vous et d'après ce qui est écrit dans ce livre? Alors la COP est évidemment un succès du point de vue politique et diplomatique, ça a été sûrement dit ce matin et on peut le rappeler. Par contre, moi je soulève le point de la question économique. Voilà. Alors évidemment, elle est restée un petit peu en retrait puisque elle ne fait, la question des taxes carbone et des marchés carbone ne fait pas consensus parmi les 196 États, mais on peut reconnaître que le texte laisse la porte ouverte à des coopérations et à des collaborations entre États et qu'il y a certains points dans le texte, notamment dans l'article 6, qui forment un cadre à peu près général qu'il va falloir dont il va falloir discuter de l'application, qui pourrait être intéressant pour faciliter la coexistence de ces systèmes de tarification. On n'est plus dans un système comme à Kyoto où on attendait de manière un peu descendante un système harmonisé qui s'applique à tous de la même manière. On est beaucoup plus dans un système qui favorise l'émergence d'initiatives locales. Alors vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a le marché carbone européen, il y a aussi des marchés carbone aux États-Unis, il y a 7 pilotes de marché carbone en Chine, dont le projet est d'être unifié dans le courant de l'année prochaine. Il est évident que plus on va faciliter la coexistence et l'interaction entre ces différents systèmes de tarification, plus on va aller dans le sens d'une efficacité économique renforcée. Alors le juste prix pour la tonne de CO2 ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? En fait, il n'y a pas vraiment de... La réponse, c'est pas 18 ou 19 ou 25 ou 32. La vraie réponse, c'est qu'il faut mettre un prix qui est quand même suffisamment élevé pour avoir un effet. Or, aujourd'hui, on a du mal à mesurer les effets d'un prix du carbone à 5 €. Donc, probablement qu'il faut le monter. Et surtout, ce qui compte, c'est la crédibilité dans le temps, la crédibilité politique de la mesure qui génère le prix carbone, que ce soit une taxe ou un marché de quotas. Donc, il faut qu'il y ait quelque part une gouvernance qui permette d'augmenter, quand c'est nécessaire, le prix, sur une trajectoire qui est prévisible par les entreprises qui font des investissements qui durent 30, 40 ans, et qui donc, si on n'a pas un système politique crédible qui non pas fixe le tarif de manière sûre à l'avance, mais qui donne un cadre, une gouvernance et une trajectoire qui est lisible, des règles du jeu qui sont claires, à mon avis, c'est ça qu'il faut. Donc le niveau optimal du prix du carbone, voilà, on peut penser à des niveaux entre 20 et 30 € aujourd'hui, mais ce qui compte surtout, c'est de mettre en place une bonne gouvernance et une trajectoire qui augmente dans le temps. Merci Raphaël Trottignon. Claude Turmès, donc député depuis 1999 au Parlement européen, membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie, rapporteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la directive européenne sur les énergies renouvelables en 2009. Claude Turmès, est-ce que unanimité en Europe, ça veut dire jamais, on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord pour faire passer cette taxe carbone ? Donc, premièrement, je veux dire merci. Merci à la France, pas seulement parce que ma femme est française et donc je suis déjà un peu en amour avec la France à cause de ça, mais aussi parce que vous êtes en train de revenir sur les renouvelables et c'est très encourageant de voir que l'année dernière vous avez dépassé le cap des 1000 sur l'éolien, éventuellement même sur le solaire si tout est construit maintenant. Et donc j'espère que vous allez rester dans cette dynamique positive de Paris
pour aussi être capable d'achever en fait, vos objectifs renouvelables de 2020. Donc, ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que l'Europe a créé ce marché extrêmement volatile, compliqué, qui va probablement jamais marcher du CO2. Pourquoi? Il faut revenir en 91. On est 8 mois avant la conférence de Rio. Le commissaire de l'environnement de l'époque, un Italien, dit « je ne vais pas les mains vides à Rio ». Qu'est-ce qu'il propose? Il propose une taxe carbone modèle danois. On fait une petite taxe, on prend l'argent, on modernise nos industries. À l'époque, il y avait 12 États membres. Cette décision est une taxe, on est en unanimité. Business Europe, MEDEF étaient contre, engueulés. Et une certaine dame avec une poche qui est fameuse pour sa phrase « I want my money back » a fait son veto. Margaret Thatcher a tué la taxe carbone européenne en 91. Le principal combat des Verts dans la réforme de la Constitution européenne dans les débuts 2000, c'était de permettre que les décisions sur les taxes environnement et taxes énergie passent de l'unanimité à la majorité qualifiée. On n'a pas gagné cette bataille. Et donc, on est condamné à un marché qui ne fonctionne pas. Et il y a une étude très intéressante de la Caisse de dépôt qui dit la chose suivante, c'est que plus que 80% de tous les investissements qui ont servi à combattre le changement climatique en Europe se sont faits à l'extérieur du marché carbone. Donc le marché carbone, c'est peanuts. Ce qui compte, c'est 4 directives européennes sur l'efficacité énergétique et une directive européenne sur les énergies renouvelables. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Cette main invisible d'un marché qui est hyper difficile à cadrer, ça ne va pas nous sauver. Ce qui va nous sauver et ce qui va créer la dynamique et ce qui va créer la sécurité d'investissement, c'est continuer avec des législations efficacité énergétique, continuer avec une bonne législation efficacité énergie renouvelable. Et c'est exactement ce qu'avec Dominique avec vous tous, on va essayer de réussir de faire fin d'année. Première chose à faire sur la directive renouvelable, l'objectif de 27% n'est pas assez ambitieux pour rester numéro 1 au niveau mondial. Il faut aller à 30-33. Deuxièmement, il faut qu'on reste sur le système des objectifs contraignants nationaux. L'Europe ne construit pas des éoliennes, c'est les gouvernements nationaux qui mettent le cadre national et donc il faut revenir sur ce système. Et je suis un peu désolé de dire que sur les 3 dernières années, le gouvernement français a plus souvent fait sur cette question alliance avec les British qu'avec les Allemands. Et donc je veux et j'espère que le gouvernement français, après Paris, va comprendre. Nous devons faire une alliance franco-allemande pour créer une législation forte qui va continuer à impulser les énergies renouvelables. Jean-Louis Bal, dans son discours d'ouverture ce matin, a dit qu'il était contre les appels d'offres à neutralité technologique. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quoi la neutralité technique et où est-ce que ça existe? En fait, ça veut dire la chose suivante. On n'a pas le droit de faire un appel d'offres solaire, grand solaire ou petit solaire. On n'a pas le droit de faire une offre éolienne. On n'a pas le droit de faire une offre éolienne offshore. On n'a pas le droit de faire une offre biogaz. La seule chose que les purs et durs de la DG Concurrence à Bruxelles veulent, c'est on fait un appel d'offres, je veux 3000. Je veux 3000 renouvelables sur la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez qu'il y a un projet offshore qui gagne. Probablement, il ne va pas gagner parce qu'il est trop cher. Mais il n'y aura pas de réseau. Et donc, cette idée de 2 fonctionnaires d'un certain pays, et je vais y revenir, qui ont imposé ça dans les derniers aides d'État, on fait des enchères sans définir la technologie, mais ça ne peut pas fonctionner. Un système qui va aller vers 100% renouvelable, et c'est vers ça que nous allons aller,
a besoin de dire, là je vais faire de l'offshore éolien, c'est un peu plus cher, mais c'est 4000 heures par an, donc c'est bon pour la stabilité du système. Là je vais faire du offshore sur terre, du éolien sur terre, parce que c'est le moins cher. Là je vais faire un appel d'offres sur le biogaz, parce qu'en France, j'ai une énorme ressource, et c'est très très bien, ça m'aide à stabiliser le réseau. Et où est-ce que ça existe ? Dans un seul pays, qui est les Pays-Bas. Donc, moi, j'appelle Technology Neutrality the Dutch disease. Et vous devez comprendre, le gouvernement des Pays-Bas a dû changer récemment son propre système parce qu'il est très, très loin de l'objectif 2020. Pourquoi ? Parce que dans le système de l'enchère Technology Neutral, il n'y avait aucune éolienne offshore qui se faisait. Et pour les Pays-Bas, ils doivent le faire, sinon ils ne vont pas réaliser les objectifs. Le drame, c'était il y avait le directeur général à l'époque de la DG Concurrence était un Hollandais et le fonctionnaire qui travaillait dessus était un Hollandais. Et donc, eux, ils étaient persuadés qu'un système qui ne fonctionnait pas en Hollande devait être imposé à toute l'Europe. Avec la France et avec l'Allemagne, on s'est battu. Aujourd'hui, dans le texte, c'est en principe Technology Neutrality et on a gagné deux choses. C'est qu'en attendant, on peut faire des technologies spécifiques en chair et en attendant, on a gagné quelque chose de très important. On a gagné qu'on va faire des projets renouvelables avec les citoyens et avec les pouvoirs locaux. Et vous devez comprendre que 6 éoliennes de 3 à 4 mégawatts n'ont pas besoin d'aller aux enchères. Et tout ce qui est en dessous de 1 mégawatt peut rester dans un système de prix garanti. Et moi, personnellement, je me bats que la France, que l'Allemagne, que d'autres pays restent sur ça. Ce matin, on a parlé de l'acceptation et de la sociologie, de la culture du changement, Pascal Canfin. Et donc, c'est très important que nous créions des projets gros. Et je vais revenir pourquoi c'est important de bouger sur l'offshore éolien, mais il faut aussi créer des systèmes qui sont faciles à investir pour les citoyens et pour les communes, qu'ils soient rurales ou que ce soit des villes. Et c'est ça le combat qui est ouvert à Bruxelles dès maintenant, et j'espère que le gouvernement français va nous aider à gagner ce combat. Donc vous venez de dire que la neutralité technologique, c'était la Dutch disease. Je pense que plutôt c'est la Dutch connection. Disease, oui. Dutch connection, plutôt. Dutch connection brings Dutch spreads Dutch disease over whole Europe. Bon. Si vous voulez. À la fin de l'année 2016, la nouvelle directive arrive. Est-ce que vous allez en être de nouveau le rapporteur ? Et dans l'affirmative, qu'est-ce que vous allez surveiller de près ? Bien sûr, c'est un peu mon rêve d'accomplir le travail. Si on gagne la prochaine bataille, donc une bonne directive renouvelable, horizon 2030, la transition énergétique va se faire. Donc il y a des objectifs plus ambitieux. Il faut revenir sur un système de gouvernance où il y a des objectifs nationaux. On a déjà des mécanismes de coopération, donc les États membres peuvent coopérer. Personnellement, et c'est je crois un message très important pour la filière de la biomasse et du biocarburant, certains à la Commission veulent sortir les critères de durabilité des biocarburants de la directive. Et ils veulent les mettre séparément. Académiquement, on peut tout faire. Politiquement, et il faut comprendre la dynamique politique. Si on sort les critères de durabilité de la directive renouvelable, vous allez la lancer en proie aux plus radicaux anti-biomasse que vous pouvez trouver en Europe, au Parlement et dans les gouvernements. Donc, ils vont vous faire des critères qui vont tuer la filière biomasse en Europe, et c'est pour ça que c'est important de la laisser dedans. Peut-être encore un dernier mot. Moi, je veux que l'Europe reste le numéro 1. Pour ça, nous avons besoin d'une bonne directive, mais nous avons aussi besoin d'une dynamique de filière industrielle. Sur le offshore éolien, je viens de lancer avec 20 autres parlementaires européens du contour de la mer du Nord l'idée d'un Big Bang sur la mer du Nord avec 100 000 mégawatts et plus sur les 15 années à venir pour vous donner une visibilité et avec de la coordination, par exemple temporelle. Si le même mois, l'Angleterre, l'Allemagne et la France font des appels d'offres offshore, le marché va surchauffer. Et après, il y aura 2 ans de trous. Il faut une coordination, par exemple, au moins au niveau temporel des appels d'offres.
il faut surtout accélérer l'investissement dans les câbles pour que... et moi, personnellement, moi, je n'accepte pas. Pourquoi est-ce qu'une éolienne offshore devrait payer pour son câble alors que il n'y a aucune centrale nucléaire, il n'y a aucune centrale à charbon qui existe, qui n'a jamais, nulle part en Europe, payé quoi que ce soit sur le réseau. Le réseau, c'est un service public qui est là pour le réseau de distribution et le réseau de transport, c'est des services d'intérêt généraux qui sont là de servir comme plateforme technologique et donc c'est socialisé. Et il faut aller dans cette direction et ça c'est aussi dans notre appel. Ça permet d'harmoniser les règles de sécurité, les règles d'opération. On fait des champs partout en mer du Nord, c'est jamais les mêmes règles d'un pays à l'autre. Vous pouvez nous aider à pousser une harmonisation des procédures? C'est notre troisième point clé et on a demandé à la Commission européenne d'établir un groupe de travail avec les fonctionnaires nationaux. C'est complètement ridicule. Un opérateur danois sur la maintenance, s'il veut s'il veut être actif sur un parc en Angleterre, il doit repasser l'examen anglais. Donc après, c'est la même turbine. C'est la même turbine, elle est 50 km plus loin, mais dans une autre eau. Et ça, c'est le point clé, c'est que parce que sur les éoliennes en mer, il faut comprendre, presque 30% des coûts aujourd'hui, c'est la maintenance. Donc, c'est presque plus important que les coûts de capitaux. J'ai encore deux vœux. Non, 3, je vais faire très vite. Mon prochain vœu, c'est que moi, j'accepte pas que le solaire est à tout jamais chinois. Moi, je veux qu'on revienne. Et moi, je suis désolé. Je pleure de voir qu'à Chambéry, il y a, à mon avis, la technologie de l'avenir et ce gouvernement français, sauf quelques petits peanuts, mais jamais quelque chose de consistant, n'a jamais vraiment cru dans ce qui se passe à Chambéry. Moi, je crois que ce qui se passe à Chambéry, et je veux que l'Europe revienne, éventuellement avec un gros projet, je parle de l'INES et du Heterojunction, je veux que l'Europe revienne aussi dans ça. Il y a une chose où aujourd'hui j'ai produit un papier, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites la semaine prochaine sur la chaleur et le froid, parce que vous ne parlez pas dans votre papier que le prix du pétrole a dégringolé. La semaine prochaine, je veux que la Commission européenne fasse une réflexion qui a été abordée ici, c'est qu'à prix pétrole bas, il faut organiser un contre-choc fiscal. Il faut lever la taxe et il faut organiser une cagnotte pour justement servir la filière bois et autres. Et donc j'espère qu'on aura le temps pour revenir de ça. Et mon dernier point, mon troisième vœu, et c'est à l'international, et j'étais très encouragé par Xavier. Moi, j'ai présenté en septembre, en présence du vice-président français de la Banque européenne d'investissement, aux 28 ministres de l'énergie, lors d'un sommet informel des ministres à Luxembourg, la déclaration de Luxembourg. Pourquoi? Parce que la réunion était à Luxembourg. Parce que le Luxembourg, par la présence de la Banque européenne d'investissement, est déjà aujourd'hui la place financière la plus grande en volume en investissement renouvelable, et on a un certain nombre de fonds, et on a certains ici dans la salle qui sont aussi à Luxembourg. Donc il faut maintenant travailler, qu'est-ce qu'on peut faire à l'international? Et je suis très d'accord, on n'est plus dans le communisme, on ne fait pas des mariages forcés, ça cette période des fois. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est créer un instrument de garantie de prêt pour les énergies renouvelables dans un consortium Banque européenne d'investissement, Banque publique nationale et certaines banques privées. Parce que le problème du Burkina Faso, c'est pas qu'il y a plein de soleil là-bas, mais le coût du capital d'une photovoltaïque au Burkina Faso, il est de 25-30%. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre, je fais une photovoltaïque en Allemagne, elle est plus économique qu'une photovoltaïque au Burkina Faso.
pas parce que tout le monde sait qu'il y a beaucoup plus de soleil là-bas, mais les coûts de capitaux en Allemagne sont de 2-3% et là-bas, ils sont au-delà de 20%. Donc, créons entre maintenant et allons à Marrakech avec le fonds de garantie pour les prêts renouvelables européens. Et ça doit être un fonds de plusieurs milliards parce qu'on veut accélérer les choses. Merci beaucoup. Alors, réaction de Dominique Ristori sur raccordement à la charge de la collectivité, retour de la production du photovoltaïque en Europe. Donc on citait Chambéry, Institut national de l'énergie solaire, le patron Philippe Malbranche est quelque part dans la salle, il va écouter attentivement. Et puis enfin, réaction également sur les propositions d'outils financiers, de mécanismes financiers. Oui, 4 ou 5 commentaires. Le premier, d'abord je veux dire à Claude Turmes que nous travaillons activement sur l'évaluation de l'impact de la baisse très forte des prix du pétrole et du gaz, à la fois en termes d'impact sur l'économie en général, et nous le faisons en relation avec nos collègues d'ECFIN. Nous avons d'ailleurs l'intention d'aller plus loin et d'établir une filière permanente entre le volet ECFIN et le volet énergie. Parce que notre point est important, c'est celui qui consiste à démontrer que les investissements énergétiques en direction des énergies renouvelables, en direction de l'efficacité énergétique, en direction des interconnexions et des réseaux ont une valeur économique absolument incontestable. Et ça, c'est un point qui permettra de prolonger d'ailleurs le débat intéressant qu'on avait eu à Luxembourg sur ce point. Deuxième élément, je voudrais d'abord souscrire à ce qui a été dit sur l'importance du cadre réglementaire et notamment des 4 directives, les 3 d'efficacité énergétique et la directive renouvelable. Leur modernisation est indispensable et elle doit intervenir dans un climat de niveau d'ambition qui prenne pleinement en compte à la fois les leçons de l'expérience et le résultat de la COP 21. Troisième élément, sur l'ETS, je suis assez d'accord sur l'analyse de la faiblesse de gouvernance. J'ajoute que le fondement ou les fondements de l'ETS doivent rester, ce sont des fondements de marché, mais ils doivent être revus, notamment à travers la réserve de capacité, de manière à favoriser l'orientation vers un prix qui reflète plus la valeur du carbone et qui permette d'orienter plus les investissements dans la bonne direction, dans celle que l'on sous-tend. J'ajoute que nous servons un peu de modèle de ce point de vue, que les nouveaux projets qui sont en cours de développement aux États-Unis ou en Chine devraient pouvoir être reliés à terme, et à terme pas trop lointain, à ce que nous faisons, de manière à avoir une approche plus globale. Je ne suis pas très d'accord, parce que par exemple, l'idée de relier le marché européen au marché brésilien. Dans le marché brésilien, ils vont suggérer qu'on va protéger des arbres. Donc le prix carbone du marché brésilien, il sera plutôt entre 0,50 € et 1,50 €. Et donc, c'est quoi le rationnel de lier un marché européen qui est en train, qui fonctionne, qui végète à 5, de le mettre avec un marché qui végète encore plus à 1,5. Et donc, moi, je suis pas d'accord avec on internalise des instruments qui ne fonctionnent pas. Soyons sérieux. Non. Essayons d'abord de fixer à minima le système européen. Regardons 4-5 ans ce que les autres font et à quel prix. On va pas signer des accords maintenant sans savoir ce qu'on achète. Je suis désolé, je suis pas pour cette idée. Non, mais écoute, Claude, on est en même temps devant un marché qui se globalise, on est devant un changement climatique qui doit être géré à l'échelon global. Il est bon que nous tirions les enseignements nécessaires de notre propre expérience. On est en train de le faire avec les propositions de révision de l'ETS qui sont sur la table interinstitutionnelle. Les volets extérieurs doivent être analysés et étudiés, et le moment venu, il faudra effectivement vérifier s'il y a un intérêt ou non à assurer les raccordements, et ce sera fait. Mais en tout état de cause, il faut aussi
gérer cette transition, on a beaucoup parlé de prix, dans un contexte qui est nouveau. Le contexte renouvelable en 2016 n'est pas le contexte renouvelable d'il y a 5 ans. En d'autres termes, l'élément positif et l'élément nouveau, c'est le degré de compétitivité incontestable atteint par les baisses de coûts enregistrées notamment pour le photovoltaïque, notamment pour l'éolien terrestre, respectivement de l'ordre de 80 et 30%, c'est énorme, et qui ouvre un champ d'opportunités économiques qui n'existait pas il y a encore 2 ou 3 ans. C'est particulièrement important, dès lors, de mettre en perspective une politique de relations entre l'Europe et les autres continents qui permettent aux autres aussi à la fois de bénéficier de nos propres leçons d'expérience et d'y ajouter le développement du cadre réglementaire et les accompagnements en termes financiers et technologiques. C'est un élément extrêmement important. Je pense que là, nous avons aussi un enseignement à tirer de ce qui s'est passé en marge de COP21. Nous étions ensemble peu avant la conclusion. On a pu voir l'engagement nouveau d'un grand nombre de chefs d'entreprise, européens mais aussi non européens, et qui vont travailler pas seulement pour investir, mais aussi pour développer des technologies et de l'innovation, baissant encore le coût, augmentant la compétitivité et permettant d'aller vers des niveaux beaucoup plus importants de développement et d'utilisation des énergies renouvelables. Et ça, c'est quand même un enseignement très fort, un signal très fort qui est donné et qui est extrêmement prometteur. Il y a d'un côté le travail politique, institutionnel, il y a de l'autre le travail qui est fait sur le développement des technologies propres, et il y a l'engagement nouveau de toute une catégorie d'industriels, y compris les plus grands. En même temps, et c'est une autre observation, il est capital d'accompagner ces mouvements-là par des réformes de marché et des adaptations de marché. Et dans ce que nous ferons en Europe, ensemble, et tu l'as dit, il faut à la fois combiner le volet macroéconomique et les grands projets avec les projets de plus petite taille et qui sont orientés vers le consommateur final. Il nous faut développer un système électrique plus sûr, plus flexible, mais en même temps qui redonne aux consommateurs une place que probablement ils n'avaient jamais eue depuis la découverte de l'électricité. Donc c'est un champ extrêmement vaste et riche qui est devant nous. Il faut l'aborder avec méthode, il faut saisir les opportunités et se dire que si on le fait ensemble, on a sans doute les moyens de faire en sorte que ce siècle soit vraiment celui qui marque le développement significatif des énergies renouvelables. Et pour ça, certes, il y a des adaptations, il y a parfois des erreurs en cours de route, mais il faut les analyser et il faut intégrer les différents éléments pour avoir une cohérence d'ensemble qui donne sa chance à tous les secteurs. Merci Dominique Ristori, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Merci madame, merci messieurs.